You know the day destroys the night. Night divides the... Donc bonjour à tous, c'est Maxime Alquet comme promis. Donc hier c'était la vidéo de préambule de présentation du travail que je vais effectuer. Donc on va tout de suite s'y mettre. C'est un entretien sans notes, hein. J'ai une feuille mais c'est juste pour les sujets que je vais aborder. Là on est sur un grand entretien d'actualité de la rentrée 2015, été jusqu'à septembre 2015. Je vais surtout, c'est le premier entretien que je fais, le premier entretien d'actualité. Donc là on est sur du trimensuel, après je basculerai sur du mensuel. Mais là, je vais aborder les 3 mois, mais surtout ce qui s'est passé en septembre. Mais revenir aussi un peu sur ce qui s'est passé l'été, notamment en août. Notamment, vous verrez, par rapport à la crise migratoire ou la crise grecque. Parce qu'il y a une cohérence, ça sert à rien de commencer au 1er septembre. Donc là, c'est un entretien assez massif, assez costaud. Je sais pas combien il va durer, c'est de la totale improvisation. Les prochains seront moins longs, parce que ce sera des entretiens mensuels. Donc entretien de rentrée, première partie, donc la partie nationale. Donc là, je vais surtout aborder des sujets de l'ordre de l'économique, du politique et du culturel, pour ce qui est de l'actualité nationale de la France. Entre autres, par exemple, la réforme du Code du travail, je vais m'interroger sur son utilité. Hollande, en chef de guerre qui veut bombarder Daesh en Syrie, je vais m'interroger sur est-ce que c'est vraiment une bonne chose. L'arrêt des Guignols à Canal+. La jungle de Calais et poser la question aussi de la crise migratoire et de la déferlante migratoire en France. Est-ce que c'est vraiment un problème? La loi renseignement. La loi renseignement, c'est-à-dire est-ce que c'est pas une loi liberticide derrière la lutte contre le terrorisme sur Internet, la volonté de bâillonner toute dissidence politique? Je m'intéresserai aussi aux primaires chez les Républicains. Ça me semble très important avec les hommes, les courants, les idées. Je vous ferai part de voilà. Voilà pour le menu. Et oui, je finirai comme souvent d'ailleurs, parce qu'il y a souvent des morts malheureusement, c'est assez triste. Je finirai avec une rubrique que j'appelais nécrologie, qui est appelée à mon avis à se répéter, avec lequel je terminerai à chaque fois l'entretien. Donc cette rubrique nécrologie, voilà, je vais parler de quelques morts en France qui me semblent significatifs, qui me touchent moi personnellement, Charles Pasqua, Emmanuel Ratier, Jean Lacouture entre autres. Je parlerai brièvement de ces personnes, à qui je rendrai hommage relativement, et parce que c'est un lien, je pense, même avec mes idées et le travail que je cherche à perpétuer. Donc voilà pour le menu. Bon, je vous le dis tout de suite. Là, la vidéo est, on peut dire vierge. Enfin, c'est-à-dire, il y a pas de post-production, mais après, avec mon cousin, on va un peu retravailler, on va incruster, on va faire de la post-production pour que ce soit plus intéressant à regarder, parce que c'est quand même une vidéo qui va durer peut-être 3/4 d'heure ou 1 heure. Donc incruster des textes, des musiques, le menu, le plan aussi de mon exposé, si j'ose dire, de mon entretien, pour que ce soit plus accessible pour vous, pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc on va tout de suite commencer. Entretien de rentrée 2015, partie nationale. Donc on commence tout de suite avec un gros sujet. Donc ah oui, je vous le dis aussi, il y a pas de... Là, je vais aborder une quinzaine, vingtaine de sujets, il n'y a pas de cohérence. On passe d'un gros sujet à un petit sujet, de l'économique au politique, au culturel, à un sujet plus dérisoire. Ouais, il n'y a pas de cohérence, mais je vais quand même faire des transitions et des liens logiques, mais je vais aborder plein de sujets comme ça qui ont eu lieu, qui ont trait à l'actualité de la France pour ce début de rentrée 2015, je m'y mets. Donc, premier sujet, gros sujet à la fois de politique intérieure et politique internationale, comme toujours en France. Hollande veut bombarder Daesh en Syrie. Donc c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu au début septembre, lors de sa dernière conférence de presse, je sais plus le numéro, mais lors de sa dernière conférence de presse, Hollande a décrété au Parlement et devant les journalistes ébahis qu'il voulait bombarder la Syrie. Hollande veut bombarder la Syrie, veut bombarder Daesh en Syrie. Donc ça pose évidemment un problème. On sait que la France bombarde déjà l'État islamique, ce qu'on appelle Daesh, les terroristes, en Irak. En Irak parce qu'il n'y a pas vraiment d'État central, et surtout parce que l'Irak, le gouvernement de Zarqawi a demandé à la grande coalition qui va de l'Arabie Saoudite aux États-Unis en passant par la Russie et nous-mêmes, l'Irak, l'État irakien nous a demandé de bombarder l'Irak. Donc en Irak, on bombarde déjà avec de nos avions, mais on bombarde très peu. Hein. Je crois qu'on a bombardé une trentaine de fois, quand les Américains ont bombardé 3000 fois l'espace moyen-oriental. Mais bon, c'est comme ça, on va bombarder déjà en Irak. Et là, Hollande va aller plus loin, en chef de guerre assumé, puisque le chef de l'État est aussi le chef des armées, dans le cadre de la 5e République gaullienne. Hollande veut bombarder Daesh en Syrie. Donc cette fois, c'est plus Assad. On se souvient de l'été 2013, lors de l'usage
des armes chimiques potentielles par l'armée régulière de Bachar Assad. Bachar Assad avait usé d'armes chimiques, soi-disant, sur son peuple. Donc, il y avait la fameuse ligne rouge. Obama puis François Hollande voulaient... Enfin, surtout, non, Hollande avait été bloqué par Obama et par le Conseil américain et voulait, en bon faucon néoconservateur, aller frapper les méchants dictateurs. Donc ça, c'était l'été 2013. On se souvient de de la poussée de testostérone et de virilité de François Hollande, qui voulait, en chef de guerre, aller bombarder Assad. L'armée de Assad, cette fois, rentrée 2015, 2 ans après exactement, Hollande veut bombarder Daesh en Syrie, donc l'État islamique, parce qu'en effet, il y a un contexte de radicalisation de l'État islamique et de Daesh, et notamment la France, comme je vais aborder après ce sujet, est la première cible de Daesh et du terrorisme international. C'est clair, hein, pour reprendre l'expression des mollahs iraniens, nous serions le petit Satan pour Daesh. Hein. Les Américains sont encore le grand Satan, puis la France est évidemment aujourd'hui le petit Satan et même carrément le grand Satan, hein, puisqu'on intervient un peu partout dans le monde, notamment en Afrique et dans le Moyen-Orient, pour stabiliser soi-disant ces zones, stabiliser des zones qu'on a déstabilisées par ailleurs. Stratégie du chaos, hein, qui est une stratégie de diviser pour régner, diviser les forces pour mieux régner en impérialiste. Et donc Hollande veut bombarder la Daesh en Syrie. Bon, bah, j'ai pas plus de choses à dire. Voilà, ça me paraît pas être quelque chose de très intelligent, parce que de toute façon on est à la remorque des Américains sur ce dossier-là. On suit toujours l'atlantisme. On sait très bien que des frappes ciblées par l'aviation, ça ne mène jamais à rien. Il faut aussi qu'il y ait un appui au sol, c'est-à-dire le blitz. C'est-à-dire, on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les Allemands se sont attaqués à l'Angleterre, ils n'ont fait que du blitz, n'ont fait qu'une attaque aérienne, que lâcher des bombes, ils n'ont jamais gagné. Par contre, ils ont gagné partout où ils ont eu une projection armée au sol. L'exemple du blitz et de la bataille d'Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale par l'Allemagne. Donc on voit très bien, si on prend des exemples historiques, que jamais une intervention uniquement de l'aviation n'a jamais mené à grand chose. On le voit avec les Américains, ils ont bombardé plus de 3000 fois des positions stratégiques, soi-disant, de Daesh, de l'État islamique en Irak. Ça n'a donné rien. Bon, mais là, mais l'autre question, c'est est-ce qu'on va violer une fois de plus la souveraineté d'un État qui est souverain, qui est la Syrie de Assad, qui est encore un État qui tient. Bon, soi-disant, Assad mène la lutte contre l'État islamique. Je reviendrai de la partie internationale. Il va ouvrir son espace aérien, son couloir aérien à la France. Bon, donc, la France s'arroge le droit, voilà, d'intervenir un peu partout. Nous sommes des néoconservateurs assumés. Mais bon, si c'est pour lutter contre le terrorisme et le djihadisme, qui nous frappe, qui nous menace directement. Donc, cette guerre à la terreur, cette guerre à l'État islamique ne me pose pas beaucoup de problèmes, mais bon, affaire à suivre. Deuxième sujet, je vais aborder il y a un lien, les errances de la diplomatie française, voilà, très rapidement, un peu partout dans le monde. Syrie, Daesh, État islamique, la Russie, la Centrafrique, bon, c'est juste pour dire que la France, depuis l'accession au pouvoir de Hollande, est entrée dans une phase accélérée d'intervention tous azimuts, d'intervention dans le monde, d'intervention militaire, armée et diplomatique. Bon, elle est mobilisée sur plusieurs fronts. D'ailleurs, c'est un problème parce que notre armée, on réduit le budget de la défense de l'armée, on réduit les effectifs, mais la France n'a jamais été autant engagée et n'a jamais autant déployé de forces armées dans le monde entier, quoi. En Afrique, au Moyen-Orient, un peu partout. Bon, bah, les principaux fronts, bon, bah, c'est la Syrie peut-être demain, en bombardant l'État islamique, l'Irak un tout petit peu, on aide soi-disant les chrétiens d'Orient, Daesh en les combattant, mais tout en les finançant, puisque nous sommes toujours alliés, selon M. Fabius, au Front Al-Nosra, c'est-à-dire là c'est pas la maison mère, mais c'est pas Daesh, mais c'est quand même des subdivisions d'Al-Qaïda, donc c'est quand même des réseaux terroristes, islamistes, mais soi-disant c'est mais on y reviendra, hein, l'idée de la pseudo, selon moi, la pseudo opposition démocratique modérée à Assad, il n'en existe plus. Peut-être en 2011-2012, mais ça fait au moins depuis 2 ou 3 ans que l'opposition démocratique et modérée a été balayée par les plus radicaux. C'est toujours ce qui se fait dans un conflit, une guerre civile, de toute façon. Voilà, la France en Syrie, en Daesh. Bon, la Syrie et la Russie, j'y reviendrai, mais par la diplomatie économique, par les sanctions économiques, bon, on va y revenir. Voilà, et bon, et tout, évidemment, le Moyen-Orient, et surtout, dans une bonne vision france-africaine néocolonialiste, mais bon, pour stabiliser la zone, évidemment, la Centrafrique. Le Mali, l'opération Serval au Mali, la République centrafricaine, pour stabiliser des zones qui sont totalement instables. Bon, cette fois, pas trop par la faute des Occidentaux, mais bon, c'est tous ces groupes
armées islamistes, notamment au nord Mali. Bon, c'est pas trop... je vais faire une rétrospective, voilà, je dis les errances de la diplomatie française, puisque c'est l'opposition entre une guerre à la terreur et une guerre à l'islamisme un peu partout. En même temps, on finance en sous-main des groupes soi-disant modérés, mais qui sont aussi des groupes islamistes, comme le Front Al-Nosra, le Front Jebel Al-Nosra, et puis notamment en déstabilisant des zones. Déstabiliser des zones, bon, on l'a vu en Libye, mais ça j'y reviendrai, c'est pour la partie internationale. La déstabilisation de la Libye, le chaos libyen, a permis aux groupes islamistes et djihadistes de s'infiltrer et de livrer le pays au chaos. Bon, ça, c'est une conséquence directe de l'intervention occidentale, notamment franco-britannique en Libye, mais j'y reviendrai beaucoup plus tard. Donc je pense que pour la partie, voilà, les errances de la diplomatie française, on intervient partout, multiplication des fronts d'intervention et du déploiement militaire, mais en même temps on réduit, on l'a vu avec le livre blanc de la défense, on réduit le budget de la défense et on réduit les forces armées effectives. Donc c'est un peu n'importe quoi, mais voilà, c'est la diplomatie sauce Fabius, le Quai d'Orsay sauce Fabius, bon, du néoconservatisme, du droit de l'homisme, aucun pragmatisme, aucun réalisme politique. On va passer à autre chose. Donc voilà, la réforme du code du travail. Donc là, après, partie géopolitique internationale, plutôt partie économique. Bon, là, très vite, la réforme du code du travail, je voulais en parler parce que est-ce que ça va booster la croissance économique et éradiquer le chômage? Je crois bien sûr que non. Donc le code du travail, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est ce gros code de 3000 ou 4000 pages, là, ce pavé qu'on brandit toujours dans les médias, code du travail qui régit donc le droit du travail entre les salariés et les employeurs, capital travail, donc qui est un héritage des luttes sociales et des conquêtes sociales tout au long du XXe siècle. Donc notre code du travail serait trop lourd, avec trop de réglementation, trop rigide, et empêcherait notamment le retour de la croissance économique, de l'investissement, et freinerait un retour au plein emploi, et ne permettrait pas de lutter efficacement contre le chômage. Donc je suis pas du tout spécialiste de ce sujet, mais je vais quand même l'aborder très rapidement, parce que c'est un sujet important qu'on aborde depuis quelques mois, et notamment depuis septembre, il y a eu comme ça des débats sur faut-il réformer le code du travail, avec tous les libéraux là qui veulent absolument réformer le code du travail pour déréglementer un peu plus l'activité économique, libéraliser le marché du travail, puis les gens comme Gérard Filoche, là, la gauche du PS, qui sont un peu l'opposition Macron-Filoche, quoi. Social-libéral contre étatiste pur, Filoche, qui est plutôt l'ancienne gauche keynésienne et interventionniste. Bon, je vais pas refaire le débat, hein, refaire le match, on connaît tout ça. Social-démocratie contre social-libéralisme, économie de marché contre État interventionniste et dirigiste. Je vais pas revenir, c'est des vieux débats, bon, qui sont aussi vieux que le keynésianisme et la pensée libérale. Mais juste, voilà, la réforme du code du travail, bon, déjà, il faut savoir que, comme chacun sait qu'en fait, le code du travail, le vrai code, la vraie réglementation, c'est 200-300 pages, c'est tout petit. Et en fait, 90% de ce code, tous ces milliers de pages ne sont que des explications en plus. Donc en fait, ce n'est même pas un code, c'est des explications en plus. En vérité, le code du travail serait même trop court pour certains. Bon, moi, je vais pas juger, mais en vérité, ce code du travail n'est même pas si long que ça. C'est un truc qui fait 200 pages, et après, on a rajouté des notes explicatives qui font en fait 90% du texte. Donc je vais pas m'apesantir là-dessus. Moi, à mon avis, la réforme du code du travail, pourquoi pas. Bon, bah, c'est l'offensive Macron, hein, des libéraux et des sociolibéraux qui veulent que l'État se désengage de l'activité économique et qui veulent appliquer des solutions libérales. Moi, je suis pas du tout spécialiste, je suis plutôt keynésien et interventionniste, plutôt antilibéral, mais pour la microéconomie, pour relancer l'activité économique, notamment des TPE, des PME, des petites et moyennes entreprises, pour relancer l'investissement public et privé, pourquoi pas. Bon, moi, j'ai pas de tabou là-dessus, je suis pas un ayatollah du code du travail ou de la réforme du code du travail. Ce qui est sûr, de toute façon, c'est qu'il faudra mener des politiques structurelles, hein. Le conjoncturel, c'est important, mais voilà, des réformes structurelles. Alors, il y a des réformes qui sont bonnes, des moins bonnes. Bon, la réforme du code du travail serait une de ces réformes structurelles. Je sais pas du tout, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, il y aurait 5 millions de chômeurs en France, bon, 1% de croissance économique, donc il devient urgent en effet de prendre des mesures, lesquelles je ne sais pas. Bon, je n'ai rien de plus à dire sur la réforme du code du travail, qui me semble être peut-être un bon projet, mais il faut voir. Bon. Mais c'est toujours le fourre-tout de la loi Macron, hein. Je vais pas parler de la loi Macron, mais c'est cette loi Macron là, qui est un fourre-tout idéologique et libéral. Bon. Affaire à suivre. Prochain sujet, on change. Là, on est dans la pompe républicaine. La panthéonisation de 4 héros de la résistance. Alors ça, c'est un sujet qui me tient à cœur, qui a eu lieu en août, ou en juillet, plutôt en juillet, le 15 juillet. Donc on revient, mais à l'été. Donc pourquoi je vais parler de la panthéonisation de 4 héros de la résistance? Donc 4 héros donc, qui étaient Pierre Brossolette, Germaine Tillon, Geneviève Antonios de Gaulle, la nièce du général de Gaulle, le grand général de Gaulle, et Jean Zay. Donc je vais présenter rapidement ces 4 personnages. Bon, Jean Zay, on
qu'on connaît tous. C'était un ministre du Front populaire, antifasciste, de gauche en plus, il était d'origine juive. Franc-maçon, il me semble, donc ça a été voilà, une victime de la haine antisémite et de l'extrême droite. Jean Zay était ministre du Front populaire, ministre de la Culture et des Arts, donc un ministre, on va dire, emblématique et phare du Front populaire avec Léon Blum, pour le progrès social. Bon, Jean Zay a été capturé dès 40, il a mené la guerre contre les Allemands, il a été capturé dès 40 par les Allemands, il a passé toute la guerre dans les geôles françaises, et il a été assassiné, il me semble, en 1944-45 par la milice en représailles aux actes de résistance terroriste, comme il le disait. Voilà pour Jean Zay, donc la gauche républicaine dans toute sa splendeur. Après, il y avait Brossolette, donc Brossolette, héros absolu de la résistance, agrégé de philosophie, il me semble, engagé dans la résistance dès 40, qui a fait le lien avec Jean Moulin, les réseaux de résistance à Londres, et De Gaulle. Brossolette torturé et résistant héroïquement tel Jean Moulin à la Gestapo, et il est mort, comme chacun sait, en se jetant de la prison. Et ensuite deux femmes, donc deux hommes, deux femmes, la parité étant bien respectée, évidemment. Il faut respecter la parité, évidemment, comme chacun sait. Geneviève Antoinus de Gaulle, donc la nièce du général de Gaulle, qui ensuite a fait de la résistance, qui a été dans les camps avec Germaine Thion, donc Geneviève Antoinus de Gaulle plus de droite, démocratie chrétienne, Germaine Thion plus de gauche. Et ces deux femmes ont été importantes parce qu'elles ont été donc dans des camps de concentration. Je crois que c'était Ravensbrück ou Düsseldorf ou Dachau, enfin des camps allemands, là, des camps de concentration. Elles en sont sorties à la libération, elles ont survécu, elles ont témoigné. Et après, elles se sont engagées dans l'immédiate après-guerre et tout au long de leur vie pour la paix, dans des politiques, dans des engagements de gauche, humanitaires, enfin rien à redire quoi. Lutte anticolonialisme, tiers-mondisme. Pour Germaine Thion, lutte contre la guerre d'Algérie, voilà, aux côtés du Parti communiste. Geneviève Antoinus de Gaulle, dans une tradition plus démocrate chrétienne de charité, s'est engagée auprès des pauvres, dans les bidonvilles, pour même aller vivre auprès des plus pauvres, dans une vision comme ça, démocrate chrétienne, de la conscience catholique, de la charité chrétienne. Voilà, donc j'ai présenté rapidement ces quatre personnages, mais on les connaît, c'était surtout pour dire, oui, la panthéonisation des 4 héros de la résistance. Donc on voit bien ici que c'est la pure idéologie socialiste, donc parité, 2 hommes, 2 femmes, parité. Ensuite, c'est des gens qui viennent plutôt de la gauche. Bon, à part Brossolette était plutôt droite, mais dans l'ensemble, c'est plutôt des gens qui viennent de la gauche républicaine, donc antifascistes, voilà, qui ont d'ailleurs été anti-nazis dès le début. Bon, on voit la manip, mais c'est pas scandaleux. Donc 4 héros de la résistance panthéonisés. On sait que c'est un passage obligé pour tous les présidents, je veux dire, depuis De Gaulle jusqu'à Mitterrand. Les présidents vont toujours rendre hommage au Panthéon, à des personnages emblématiques, Jaurès, Clémenceau et d'autres. Et cherchent toujours aussi à panthéoniser. C'est un peu notre canonisation à nous, quoi. C'est un peu la sainteté républicaine, un peu le sacré républicain, comme dirait Mona Ozouf, c'est-à-dire que Mona Ozouf qui a réfléchi au sacré dans la République et au symbole de la Troisième République. Voilà, le Panthéon, comme chacun le sait, c'est une espèce de temple républicain. Parce que d'ailleurs, historiquement, le Panthéon était une église, hein, l'église Sainte-Geneviève, donc c'était une église chrétienne qui est devenue un temple républicain aux héros d'abord de la Révolution française, et ensuite aux héros républicains, aux martyrs républicains et aux héros de la République, Rousseau, Voltaire, Danton, Marat, etc. Donc temple républicain, et je voulais parler aussi de Régis Debray, d'ailleurs, dont je parlerai après. Régis Debray, vous savez, qui parle du sacré. Que dans toute société, même laïque, même athée, il y a une part de sacré, de transcendance. C'est l'idée du sacré qui fait société, qui fait collectivité, qui fait collectif, qui fait que nous ne sommes pas des individus comme ça hors sol. Même dans la Troisième République laïcarde et anti-curé, ou de curé, il y avait des sacrés. Le sacré, la transcendance. La transcendance, ça serait un peu l'esprit de la Révolution française, des grands martyrs de la Révolution, et le sacré, c'est toute cette pompe républicaine, hein, donc l'enterrement de Victor Hugo, la tombe du soldat inconnu, et évidemment ce temple républicain qui est notre sacre absolu, qui est aux grands hommes, la patrie reconnaissante, le frontispice du Panthéon. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire. Bon, Hollande a été assez on lui avait écrit son discours, évidemment. Là, on pense tous au grand discours d'André Malraux de 1964, lorsque André Malraux fit rentrer les cendres de Jean Moulin au Panthéon. Bon, là, c'était pas du même niveau. André Malraux, c'est un grand écrivain. Entre ici, Jean Moulin, ton cortège d'ombre. François Hollande n'a pas vraiment c'est un techno, hein.
pas vraiment le niveau, mais pas tellement à la hauteur, c'est sûr, parce que pour ces géants, ces héros de la résistance absolue, pas tellement à la hauteur, bon, mais sinon, bon, moi j'étais assez heureux, hein, j'ai regardé cette cérémonie avec les drapeaux, la garde militaire, c'était assez sympa. Voilà, je voulais insister sur le côté idéologique, évidemment. La gauche entre au Panthéon, la parité et les femmes entre au Panthéon, la gauche est contente, le PS est content. J'ai rien de plus à dire, hein, j'étais assez élu. Mais il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sans doute. Alors là, on change, je vais aborder deux sujets tout à fait périphériques. D'abord, donc l'arrêt des Guignols, et je vais m'intéresser sur l'arrêt des Guignols, est-ce que c'est la fin d'une époque? Et d'abord, surtout, la baisse des audiences du petit journal et du grand journal de Canal+. D'abord ça. Ça, c'est un épiphénomène, on l'a entendu pendant l'été. Est-ce que qu'il y aurait une baisse de l'audience et de l'audimat du petit et du grand journal de Canal+, qui ne sont pas cryptés, que tout le monde peut voir. Donc, vous savez, c'est petit journal Yann Barthès, grand journal c'est Antoine Decaune. Donc il y aurait eu une baisse des audiences depuis l'année dernière, notamment en remplacement de Denisot par Antoine Decaune. Moi, je regarde jamais cette émission personnellement. Donc moi, je voulais surtout dire que c'est une bonne nouvelle à mon avis, puisque Canal+ n'est rien d'autre qu'une des chaînes du pouvoir, en réalité. C'est un des chaînes de garde du pouvoir idéologique, comme l'a bien montré Michel Couscar et la pensée marxiste intelligente que, en fait, voilà, Canal+, c'est l'idéologie libérale libertaire, l'idéologie transgressive, soi-disant anticonformiste, mais totalement en botte du pouvoir, qui ne critique d'ailleurs jamais les vrais pouvoirs, jamais la banque, jamais la finance, rarement l'atlantisme, rarement le nouvel ordre mondial, rarement les puissances occultes, rarement le club Le Siècle, par exemple. J'en reparlerai avec Emmanuel Ratier, le décès du grand journaliste d'investigation Emmanuel Ratier. Bon voilà, mais j'ai rien de plus à dire. Baisse d'audience de Canal+, et du petit journal, une bonne nouvelle, un peu que les Français arrêtent d'être manipulés par toute cette saloperie, quoi. Canal+, qui n'est rien d'autre qu'une chaîne de décadence et de propagande, finalement, voilà, dans le bon esprit 68 art libertaire, quoi. Bon, qui ont un truc... voilà, ils s'attaquent au curé, au Front National, Marine Le Pen, l'extrême droite, des trucs totalement moribonds, quoi. C'est un peu comme Charlie Hebdo. Donc ils ont 40 ans de lutte antifasciste de retard, c'est là. Bon, c'est l'heure, voilà. Donc, baisse d'audience du petit et du grand journal, plutôt une bonne nouvelle. Un autre sujet, donc l'arrêt des Guignols. Alors ça, c'est un peu plus triste. L'arrêt des Guignols, la fin d'une époque. Bon, alors là aussi, la chaîne aurait annoncé la fin des Guignols. Alors moi, je pense pas pour une baisse d'audience, parce qu'il me semble que les Guignols faisaient une bonne audience. C'est une émission très populaire, que moi, je regarde personnellement rarement, mais qui est une bonne émission. Bon, c'était, bon, l'émission déclinait sans doute depuis la fin de l'ère Bruno Gassio. Vous savez, Bruno Gassio s'était désengagé, bon, mais... Oh, c'est quelque chose de sympathique, hein. On a été habitué depuis au moins une quinzaine d'années, je sais pas exactement quand est-ce qu'a commencé les Guignols, mais en effet Canal+ aura annoncé non pas de supprimer cette fois les Guignols, mais de le faire passer dans le programme crypté. C'est-à-dire il faudrait être abonné à la chaîne Canal+, et il n'y a pas tant de gens qui ont la chaîne Canal+, puisqu'il faut payer le bouquet Canal, donc alors que les Guignols avant étaient gratuits. Donc là, bah, c'est juste s'interroger, oui, c'est la fin de l'époque, c'est un peu comme le petit journal, en plus sympathique, beaucoup plus sympathique, mais c'est la fin d'une époque de transgression, de liberté de ton. C'est un peu comme Groland, hein, voilà, c'est l'esprit Canal. Bon, il y a des trucs très bons hein, dans l'esprit Canal, des trucs moins bons. Groland, c'est sympa aussi. Voilà, je voulais surtout m'interroger sur derrière Canal. De toute façon, il y a le pouvoir, là aussi c'est certain, indirectement. Et donc, certains se sont demandé est-ce que l'arrêt des Guignols ou le fait de passer les Guignols, l'émission Les Guignols encryptée, c'est en gros parce que le pouvoir politique, le pouvoir économique se méfie et ne tolère plus les soupapes de sécurité. Ça déborde tellement, on est tellement dans un climat pré-révolutionnaire insurrectionnel que le pouvoir ne tolère même plus ce genre d'opposition gentille, quoi, transgressive, d'extrême gauche. Moi, je suis pas sûr, hein, bon, je sais pas. Peut-être que les audiences baissent, bon, mais c'est assez triste parce que les Guignols ont bercé depuis une quinzaine d'années, voilà, là, une analyse décalée et sympathique sur l'actualité, notamment Chirac, Le Pen, machin. Enfin, c'était très drôle, ils s'attaquaient à tout le monde. C'était assez sympa, quoi. Donc voilà. Moi, je m'interroge à la fin d'une époque parce que c'est concomitant avec la baisse des audiences du petit journal du Canal+. Donc, est-ce que l'esprit Canal serait j'en reparlerai après. Il y a l'influence de la pensée réactionnaire, conservatrice de droite. Est-ce que cette pensée de gauche, un peu Charlie, voilà, serait en déclin? Moi, je me pose la question. Je vous offre ma réponse, hein, ma foi. Donc là, un tout autre sujet, on revient sur du plus sérieux. Le rapport de la France à la Russie, les relations franco-russes. Donc d'abord, oui, donc les Mistral de Russie en Égypte, la France, zéro crédibilité internationale. Donc voilà, je voulais évoquer ça rapidement. Donc on l'a vu depuis quelques mois, donc la France, vous savez,
s'était engagé à livrer des Mistral et des Rafales, mais surtout des Mistral, qui sont des sous-marins et des porte-avions nucléaires, enfin des porte-avions pour l'armée russe, et la France s'était engagée à livrer 2 ou 3 Mistral, qui sont des gros budgets, hein, des grosses livraisons, à la Russie poutinienne. Bon, la France, sous domination, sans doute atlantiste, des Américains qui veulent un clash absolu avec les Russes, qui veulent réactiver l'imaginaire de la guerre froide, de l'opposition Russie-Amérique. Je pense que c'est les États-Unis qui ont intérêt à ça. Je pense que la Russie joue plutôt la carte de l'apaisement, en tout cas sur ce sujet-là. Je ne dis pas sur les autres. Donc la France a refusé de livrer ses Mistral. Donc je crois que ça a été une perte de plusieurs milliards. Alors on va réussir à les fourguer à l'Égypte du maréchal Sissi. Ça tombe bien parce que le maréchal Sissi qui a besoin pour l'Égypte de lutter lui aussi contre les frères musulmans et contre les terroristes, il a aussi besoin d'armes, donc la France pourra les refourguer à l'Égypte, peut-être même à l'Arabie Saoudite, mais sans doute pas à l'Inde, puisque c'est ce que je veux dire. Zéro crédibilité internationale. On sait que la France, qui ne respecte plus ses engagements, notamment en termes de livraison d'armes, de commandes, enfin en termes d'économique, là la France n'a pas respecté ses engagements et ses promesses, eh bien il y a une perte large de la crédibilité française et internationale, notamment des pays émergents comme l'Inde et la Chine. On va sans doute avoir du mal maintenant à leur vendre des armes. Bon, moi, je ne suis pas spécialement pour vendre des armes. Les armes, ça tue, c'est pas bien. Mais il faut savoir de toute façon que c'est de la pure économie, des purs intérêts économiques. Et de toute façon, si on ne le fait pas, d'autres le feront. Donc pourquoi parce que là aussi, si on dit on vend pas d'armes, c'est bien parce que les armes c'est mal, mais les Américains en vendent. Et comme les Américains font la guerre partout, il vaut peut-être mieux que nous on en vende pour qu'on ait une place. C'est du gaullisme, hein, avoir une indépendance et une puissance économique, et notamment en termes de militaire et nucléaire, pas pour faire la guerre, on faisait la guerre nulle part, mais pour tenir la dragée haute et pour tenir, je dirais, l'Amérique et les grandes puissances mondiales à l'écart. L'arme nucléaire, l'indépendance militaire, énergétique, tout ce que vous voulez, c'est d'abord des attributs de la souveraineté, de la puissance et de l'indépendance nationale dans un monde de requins et de géants. Voilà, la France n'a pas honoré son contrat, la France ne livrera pas les Mistral à la Russie, mais à l'Égypte, parce que l'Égypte en a besoin aussi pour sécuriser sa zone et lutter contre, peut-être d'ailleurs prochainement contre Daesh, pour lutter contre le terrorisme international. Donc, c'est pas une très bonne nouvelle. Zéro crédibilité internationale. La France a zéro crédibilité internationale au niveau économique, au niveau des livraisons, zéro crédibilité internationale au niveau militaire, puisqu'on fait la guerre contre les terroristes tout en armant d'autres terroristes. Donc, tout ça est très grotesque. Voilà, bon, c'est tout ce que je veux dire, oui, donc c'est aussi un énorme problème pour la croissance française notamment pour les chantiers de Saint-Nazaire, parce que c'est les chantiers de Saint-Nazaire où on a construit ces magnifiques bateaux, voilà, donc la France aurait un manque à gagner de plusieurs milliards, bon, on va tout quand même les refourguer à l'Égypte. Voilà, j'ai rien à dire, bon, les Russes nous détestent, parce qu'après on peut aussi parler des sanctions économiques, mais ça j'en parlerai plutôt dans la partie politique internationale et géostratégie. La France est à la pointe du néoconservatisme, veut raviver les tensions et les vieux conflits. Et en plus, on est en train de saboter une alliance séculaire entre la France et la Russie, qui est remontée quand même à Pierre le Grand, il me semble. C'est une alliance multiséculaire de 3 siècles. On est en train de saboter cette alliance par soumission à l'atlantisme le plus bête, aux Américains, une logique néoconservatrice de confrontation et de clash. Nouvel ordre mondial sans doute, parce qu'on y reviendra. Poutine résiste tant bien que mal au nouvel ordre mondial et au mondialisme économique. Bon, on y reviendra, puisque la France est totalement insérée et soumise à ce nouvel ordre mondial et économique et international. Voilà, c'est tout. Voilà, donc zéro crédibilité internationale. C'est un problème pour les ouvriers et pour le chantier de Saint-Nazaire. On a des Mistral sur les bras. Et en plus, pour des raisons de rétrocommission, la Russie va nous faire payer en plus quand on n'honore pas un contrat ou une livraison, bah on doit payer, c'est normal parce que donc c'est catastrophique. Catastrophique absolument. Autre sujet, ah oui, alors Hollande, toujours en lien, j'essaie de faire des petits liens, toujours en lien avec les relations franco-russes. Hollande boycotte la célébration de la victoire russe lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, on a vu, c'est un petit sujet, c'était en juillet ou en août. Donc Poutine, évidemment, a célébré les 70 ans, 1945-2015. Poutine a célébré les 70 ans de la victoire de l'Union soviétique, donc de la Russie soviétique, et de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie. On se souvient tous, hein, de 1945, après les terribles années de combat, Stalingrad, le siège de Leningrad, l'armée rouge et l'Union soviétique mettant le drapeau soviétique sur le Reichstag à Berlin. Bon, c'est une image qui est marquée. Et en effet, voilà, c'est pour être toujours entré en lien avec l'actualité nationale. Hollande, donc notre chef d'État, le président de la République française,
a boycotté, absolument. Il a refusé d'aller en Russie pour célébrer la victoire de l'armée rouge et de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. Donc, plusieurs trucs à dire. Déjà, c'est mal élevé, puisque Hollande ne rend pas l'ascenseur à Poutine, puisque Poutine, lui, est venu l'année dernière en France, en juin 2014, pour célébrer le débarquement américain, le débarquement allié sur les côtes normandes. Donc Hollande est vraiment un mal appris, le truc, ouais. Il ne renvoie même pas l'ascenseur à ses partenaires. Et en politique internationale, c'est quand même essentiel de renvoyer l'ascenseur à ses partenaires et voilà, et qu'il y ait une forme de réciprocité. C'est comme dans un échange économique, il faut une réciprocité, sinon ça marche pas. Donc déjà, ça c'est grotesque. Hollande, lui, boycotte la célébration de la victoire russe contre l'Allemagne, alors que Poutine, lui, était venu aux célébrations lors du débarquement en Normandie, alors que finalement c'est peut-être moins légitime, parce que on a bien vu le débarquement en Normandie, bon, en fait, voilà, le débarquement des Alliés en Normandie, mais c'est surtout une victoire de l'atlantisme triomphant. On n'a pas vraiment célébré une défaite du nazisme. Alors que là, deuxième chose, là on célèbre évidemment une défaite du nazisme. Puisque les Russes, c'est 20 millions de morts pendant 4 années contre l'Allemagne, ils ont perdu 20 millions d'hommes, c'est quasiment un russicide, un russocide, je sais pas comment le dire, un génocide du peuple russe, puisque bon, les Allemands avaient évidemment un projet d'extermination et de purification ethnique et racialiste du monde slave, donc des Russes. Donc les Russes, eux, ont payé un très lourd tribut, il me semble. 20 millions de morts, c'est le plus lourd tribut. C'est autre chose que les Américains. 300 000 morts, c'est très beau aussi, hein, mais les Américains ont eu seulement 300 000 morts, quand les Russes en ont eu 20 millions pour mettre à genoux l'Allemagne hitlérienne. Donc c'est quand même autre chose. Donc Hollande, en plus, il parle à longueur de journée de barbarie, de sauvage, de crimes contre l'humanité, de génocide, n'honore même pas l'énorme sacrifice de la Russie, bon, poutinienne, mais là, c'était de la Russie soviétique, stalinienne, récompense de Staline, hein. N'honore même pas l'énorme sacrifice du peuple russe et de la nation russe contre l'Allemagne nazie qui était un vrai danger, en plus un danger de barbarie, puisqu'en plus là j'ai parlé du Panthéon, tout ça a une logique. Hollande honore les morts du Panthéon, donc honore les crimes du nazisme, mais après ne commémore même pas, ne célèbre même pas l'armée russe et la Russie qui, elle, a mis à genoux l'Allemagne nazie, hein. C'est le front de l'Est, hein, évidemment, c'est la Russie qui a mis à genoux l'Allemagne. Bon, j'ai rien de plus à dire, voilà. Donc Hollande n'est même pas allé à la célébration russe en Russie. C'est une honte, hein, rien à dire. Hollande déshonore la France. Hollande, ça prouve une fois de plus que le Quai d'Orsay, la diplomatie française, est aux ordres que l'atlantisme des Américains, puisque les Américains ont aussi évidemment boudé et boycotté la célébration russe de la victoire de 1945. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Tout ça est grotesque. Donc un autre sujet maintenant. Ouais, alors là, je vais revenir sur un petit sujet. On a fêté, dans les rangs souverainistes et patriotes, les 10 ans du non. Les 10 ans du non à quoi? Au traité constitutionnel européen. Traité constitutionnel européen, rappelez-vous, c'était 2005, donc on fête les 10 ans. Ça, c'est un petit sujet, hein, qui me tient particulièrement à cœur en tant que souverainiste et patriote. Et rappelez-vous, l'Europe fédérale, donc le traité constitutionnel européen, en 2005, qui veut instituer une constitution à l'échelle européenne pour créer une Europe politique et une Europe fédérale, donc une Europe des nations, avec une constitution centralisée de l'Europe. La France, de Jacques Chirac à l'époque, fait passer un référendum, que le peuple français s'exprime sur ce sujet ô combien important de l'avenir de la France dans l'Europe. Les Français disent non à 55%, il me semble, donc c'est une victoire du non et une victoire du souverainisme affiché. Bon, rappelez-vous à l'époque, hein, les camps souverainistes étaient divisés, mais ça allait de la gauche à la droite, hein, ça allait de Villiers à Le Pen, Jean-Marie Le Pen, en passant par Pasqua Séguin, jusqu'à, il me semble, Montebourg, Inan Fabius, mais maintenant qu'il s'est converti à l'atlantisme et à l'européisme, mais à l'époque il était dans le rang du non et dans les camps souverainistes. Donc moi je vais revenir sur les 10 ans du non, déjà pour dire que, on a violé la souveraineté de la France, parce que la France a dit non et qu'en 2007 ou 2008, 2009, je crois que c'était 2007, 2008, Sarkozy, élu à la tête de la présidence de la République, contrairement à Chirac, a fait passer ce mini-traité, le fameux traité de Lisbonne, il me semble, qui s'appelle en 2007, donc, pour ratifier en fait ce traité constitutionnel européen. Donc la souveraineté de la France a été violée au profit de l'européisme le plus antidémocratique, hein, parce qu'il ne fallait pas faire de référendum si on a peur de la volonté populaire. Moi, ça m'aurait pas gêné si on l'avait fait passer, mais on a fait un référendum, les Français ont dit non, on le fait passer, c'est quand même pas très démocratique. Donc, soi-disant un mini-traité révisé, mais en fait, c'était la même chose. Mini-traité, donc, on aura violé la souveraineté de la France une fois de plus, après le traité de Maastricht en 1992. Mais surtout, c'était pour parler de la pérennité, de la prégnance du mouvement souverainiste, au-delà
des 10 ans du non. Où en est le mouvement souverainiste? Et bien toujours pareil, les souverainistes sont toujours aussi divisés, aussi éclatés. Ils ne se parlent pas entre eux, la gauche ne veut pas parler avec la droite, on l'a vu avec un rapprochement possible entre Dupont-Aignan, Chevènement, Mélenchon. Donc Mélenchon front de gauche, Dupont-Aignan debout la République, debout la France. Chevènement, le mouvement citoyen et républicain. Donc on a pu voir progressivement une alliance de tous les souverainistes, et en fait non. Que la gauche reste dans sa petite chapelle, la droite reste dans sa petite chapelle. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que les souverainistes les plus sectaires sont toujours à gauche. Pas Chevènement, qui lui discute avec tout le monde, aussi bien avec Montebourg qu'avec Nicolas Dupont-Aignan, un peu moins avec Marine Le Pen, un peu trop sulfuré peut-être, mais que, oui, j'ai oublié Marine Le Pen évidemment, dans les corps souverainistes aujourd'hui totalement. À l'époque, le Front ne l'était pas trop, mais aujourd'hui totalement souverainiste, sous l'impulsion de Florian Philippot, mais ouais, j'ai bien rien de plus à dire, quoi. C'est-à-dire les 10 ans du non, je voulais rendre hommage à plutôt célébrer un échec ou une trahison du souverainisme par une élite européiste démocratique. Donc, la souveraineté de la France a été violée officiellement en 2005. Ça fait 10 ans. Je voulais en parler. C'est un anniversaire qui me tient à cœur en tant que souverainiste. Voilà, donc traité constitutionnel européen, bon, même s'il n'y a pas vraiment d'Europe fédérale ou politique, comme quoi tout ça n'aura servi à rien. Juste peut-être à affaiblir les nations. En fait, à mon avis, le projet, c'est même pas de créer une Europe fédérale politique communautaire. Ça, c'est impossible avec 28 États. À mon avis, c'est juste d'affaiblir et d'éclater des nations. Et notamment, j'en parlerai peut-être dans un prochain entretien, pas là, mais le projet de fédéraliser l'Europe, plutôt de balkaniser l'Europe, pas par une Europe fédérale qui me semble impossible, tout le monde le reconnaît aujourd'hui, mais par une Europe des régions, des euro-régions. C'est-à-dire éclater les nations par des euro-régions, créer des régions très fortes qui pourront détruire et contrebalancer, concurrencer l'échelon national en Europe, c'est-à-dire la fin des États-nations au profit d'euro-régions, qui en fait, c'est la même chose que l'Europe fédérale. Que ce soit l'Europe supranationale ou l'Europe infranationale, c'est toujours une Europe contre les États-nations, parce que l'État-nation est si vous voulez, la logique, l'exercice de la souveraineté politique qui résiste le plus à toutes les formes d'agression et antidémocratique. C'est pas avec des régions soi-disant fortes qu'on va résister au mondialisme, au nouvel ordre mondial ou même à l'eurocratie, hein, évidemment. Mais ça, j'en parlerai plus tard, c'est pas le sujet. Donc voilà, les 10 ans du non, je voulais célébrer avec tristesse et dire que finalement les souverainistes sont toujours aussi séparés. Voilà, souverainistes de droite, souverainistes de gauche, patriotes de droite, patriotes de gauche, et notamment, j'en parlerai après, sur la question de l'immigration. Le Mélenchon-Chevènement refuse toujours, enfin quasiment, de parler d'immigration, alors que Dupont-Aignan, Marine Le Pen, qui sont des souverainistes de droite, des patriotes de droite, parlent de l'immigration, et ont identifié l'immigration comme un processus de destruction des nations, un processus voulu par l'Europe et par le nouvel ordre mondial, pour métisser les vieilles nations européennes et pour casser la cohésion, la cohérence et l'unité du pays, du peuple. C'est absolument pas racial, c'est une critique tout à fait rationnelle de l'immigration, invasion et de la catastrophe de l'immigration. Donc j'en viens à mon prochain sujet. 2 sujets. Donc d'abord sur Calais, l'enfer de Calais, et ensuite je parlerai plus globalement des conséquences de la crise migratoire en France, qui sont réelles, pérennes à mon avis. D'abord la jungle de Calais, donc un bidonville à ciel ouvert, ça y est, on l'a vu. Donc ça, on a vu ça depuis quelques mois, mais surtout depuis la rentrée, là, j'ai pu voir un peu partout à la télé, dans les journaux. On parle, ça y est, de Calais, enfin, alors que ça fait 4-5 ans que c'est comme ça, hein, que les habitants de Calais, donc c'est cette petite enclave tout au nord de la France, là, qui historiquement était une enclave anglaise. Bon, Calais, oui, c'est un enfer. Il y aurait 5 ou 6 000 migrants, répartis en plus dans des conditions déplorables. Espèce de bidonville, on peut dire, un bidonville à ciel ouvert. Les bidonvilles, on pensait que les bidonvilles avaient été éradiqués dans les années 60-70 en France, avec la construction des grands ensembles, des grands logements sociaux qui permettraient d'éradiquer les bidonvilles et ce qu'on appelle le logement informel. Bien non, enfin, c'est là qu'on voit qu'on est en train de vivre les heures les plus sombres de notre histoire. Français, ayez de la mémoire, puisque il y a un retour comme ça du logement informel, du bidonville, et ça, c'est lié à un truc tout simple. C'est lié à une logique depuis 30 ans de retrait de l'État central, de retrait de l'État, de la vie politique en général. C'est-à-dire que depuis 30 ans, on subit le libéralisme et l'ordolibéralisme et l'idéologie libérale, qui est un retrait de l'État de partout, notamment de la vie économique, et notamment dans ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. Comment l'État central, depuis le général de Gaulle, a aménagé les territoires en fonction des villes-campagnes, désertification des campagnes, aussi mieux répartir l'activité économique industrielle. Donc c'était une vraie logique à long terme et de cohérence sur l'échelle de toute la nation, à l'échelle de tout le territoire national. Bon bah ça a été cassé par l'Europe, qui s'est imposée à la volonté nationale.
Deux, par la décentralisation mitterrandienne qui a cassé la logique jacobine de la centralisation et de l'État-nation. Deux, donc les lois de décentralisation de 82, là, les lois de fer, pour aller à des échelons, soi-disant, de principe de subsidiarité. Bon, mais c'est bien beau la décentralisation, mais on a vu que ça n'a pas vraiment fait ses preuves. Ça a surtout accru la corruption, le clientélisme local et les dettes, puisqu'on parle tellement de dettes et de déficits, il y a beaucoup plus de dettes des villes, des collectivités locales depuis la décentralisation. Bon, je vais en parler une autre fois peut-être, mais à cause de l'augmentation des budgets donc des collectivités locales, de l'augmentation du personnel, de l'effectif et des fonctionnaires des collectivités. Bon, mais c'est un autre sujet. Hein. Mais bon, bref, pour en revenir à la jungle de Calais, oui, Calais est une jungle, c'est quasiment un bidonville, il suffit de le regarder par image satellite ou de s'y rendre. Moi, je m'y suis pas rendu, mais bon, j'ai vu des images. C'est une catastrophe. Les gens se plaignent. En plus, c'est une catastrophe pour tout le monde. Là, j'en reviendrai après pour la crise migratoire et l'immigration. Pour dire que l'immigration est une catastrophe pour tout le monde. L'immigration de masse, hein. L'immigration de masse, c'est une catastrophe pour tout le monde. Une catastrophe pour ceux qui migrent, parce que c'est un déracinement. Je veux dire, à part chez Jacques Attali et l'hyperclasse nomade mondialiste, ces gens qui sont des nomades, l'humanité a vocation à être sédentarisée, a vocation à être enracinée dans un environnement, dans un milieu, enfin ça me paraît évident. L'enracinement est fondamental, déjà pour avoir une famille. On ne peut pas élever décemment une famille, des enfants si on est, bon, à part les gitans, mais si on est tout le temps nomade. Et notamment pour avoir une activité industrielle, économique. C'est-à-dire pour être un citoyen, un individu d'une nation, il faut être enraciné. Ça remonte quand même depuis le néolithique. L'homme s'est sédentarisé vraiment pour la famille et pour une production économique industrielle. Donc ça me semble fondamental. Donc à part l'hyperclasse nomade, mais ça je reviendrai sur le mondialisme plus tard, et la vision de cette hyperclasse nomade qui veut déraciner les peuples européens, et pas que. Mais donc voilà, la jungle de Calais, c'est une catastrophe. Une catastrophe pour les migrants qui sont déracinés. Catastrophe pour on va dire les autochtones, enfin les Français là, qui subissent une... Parce qu'on dit, oui, il n'y a pas tant de migrants mais en France, mais bah, si, déjà, il y en a beaucoup, et surtout, ils sont concentrés dans quelques endroits. Dans le sud, Marseille, et notamment à Calais. Calais, ils sont, je crois, 5 ou 6 000, comme ça, un bidonville de 5 ou 6 000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dramatique pour tout le monde, encore une fois. C'est dramatique pour tout le monde. C'est une jungle. On dit l'enfer, la jungle de Calais. Et surtout, c'est un bidonville à ciel ouvert. Ça nous ramène quand même je veux dire, encore une fois, à des réalités qu'on croyait dépasser en France. Et ça nous ramène surtout au pays du tiers-monde, quoi. Où l'État français, où la nation ne peut même pas loger décemment ces nationaux, ou en tout cas ceux qui résident sur son territoire. Parce que ces gens-là ne sont pas français, bon, évidemment. Pas encore. Donc voilà, la jungle de Calais, c'est une catastrophe. Catastrophe sanitaire. En plus, j'ai entendu dire qu'il y avait des bagarres, des clashs, des conflits dans le bidonville, dans cette espèce de gigantesque camp d'internement, puisqu'il y a des musulmans, des catholiques, des moyen-orientaux, des maghrébins, des gens d'Afrique noire. C'est qu'en plus, il y a différents peuples, et c'est là qu'on voit que l'immigration et que le multiculturalisme, c'est une catastrophe. Il suffit de voir Calais est un merveilleux exemple de la société soi-disant migrationniste et multiculturelle, et les gens peuvent pas se sentir, quoi. Ils se tapent dessus parce qu'il y a des conflits ethnico-religieux, linguistiques, et même les associations et les ONG humanitaires droits de l'hommiste, comme Médecins sans frontières et comme Médecins du monde, sont totalement dépassés, ils le disent eux-mêmes, hein, pour une fois, ils reconnaissent l'ampleur. Donc après Calais, je vais vite revenir, très vite, hein, sur la crise migratoire en France et ses conséquences, mais j'y reviendrai plutôt sur la partie internationale qui est plus intéressante, parce qu'en effet, on a vu depuis août-septembre là, un déferlement de migrants ou de réfugiés. Alors, sémantique droit de l'hommiste, il faut les appeler les migrants, les réfugiés, on va les appeler les migrants. Ou les réfugiés, c'est pareil. Une déferlante de quelques 800 000 migrants ou 800 000 réfugiés depuis le début de l'année 2015. C'est énorme. On prévoit donc à peu près, d'ici la fin de l'année 2015, 1 million de migrants ou 1 million de réfugiés qui viendraient en Europe. Alors, on nous dit évidemment, par rapport aux 500 millions, c'est rien du tout, mais ça, c'est une vision aussi totalement mondialiste, totalement misérable, une vision qui comptabilise, quoi. 1 million, c'est énorme. 1 million, je veux dire, en une année comme ça, qui débarque, en plus qui débarque, on le verra, je veux dire après, mais toujours au même endroit, hein, sur les côtes de l'Europe, en Grèce, je veux dire, en Hongrie et en Italie. C'est une catastrophe pour ces pays qui reçoivent des fois des 10 000, 20 000 migrants en un jour dans une ville, donc c'est une catastrophe. Mais en France, la crise migratoire a des catastrophes, a des conséquences catastrophiques. On l'a vu avec Calais, donc la réémergence ou l'émergence de bidonvilles, de logements informels, donc qui font que les villes sont des poubelles à ciel ouvert, faut le dire, hein, totalement insalubres, avec en plus une recrudescence de la violence un peu à l'américaine, quoi, des violences ethniques et communautaires. C'est pas du tout bon pour la France, c'est pas du tout bon pour sa cohésion
national. C'est pas du tout bon pour apaiser les luttes et les conflits ethnico-religieux, mais bon, le politique semble tout à fait dépassé, puisque là aussi, j'en parlerai plus tard, mais c'est la conséquence de la fin des frontières nationales avec l'espace Schengen de 1995. La France subit la mort de ses frontières, la mort de sa souveraineté en matière de frontières, et c'est une catastrophe, mais là, je vais pas en parler plus que ça. Euh, donc voilà, la crise migratoire, les conséquences néfastes. Déjà, il y a pas de travail en France, il y a beaucoup de chômage, il y a peu de croissance, donc je vois pas bien pourquoi on ferait venir des extra-européens pour venir travailler et prendre le travail des Français, alors que les Français n'ont déjà pas beaucoup de travail. Je rappelle qu'il y a 5 millions de chômeurs en France, donc et c'est pas bon non plus pour sa cohésion interne et tant au niveau ethnique que national. Donc la crise migratoire en France et ses conséquences catastrophiques. Mais je reviendrai beaucoup plus sur ce déferlement migratoire et des réfugiés pour la partie internationale, il me semble. Donc voilà, un autre sujet totalement différent, la loi renseignement. Je vais m'interroger sur est-ce que cette loi renseignement qui est sortie là, est-ce que ça serait pas une loi liberticide? C'est-à-dire que derrière l'idée de lutter, une idée très louable de lutter contre le terrorisme et les sites terroristes sur Internet, il n'y aurait pas une volonté de museler la dissidence, ce qu'on appelle la dissidence, un peu les opposants politiques, et évidemment de museler la liberté d'expression sur Internet. Bon déjà, cette loi renseignement, oui, il me semble que c'est une loi liberticide. Il y a eu des débats à l'Assemblée nationale, il y a pas eu toutes sortes de gens qui se sont exprimés là-dessus, bon Marine Le Pen entre autres, Jean-Luc Mélenchon, des communistes, puis même des centristes. On soupçonnerait que cette loi, oui, serait en fait une loi renseignement, une loi liberticide. Donc cette loi renseignement, elle aurait pour but officiel, et en fait officieux peut-être, de lutter contre les sites terroristes, les sites djihadistes, puisqu'en effet, depuis l'affaire Charlie, là, depuis janvier 2015, et avec l'attentat du Thalys et tous les autres sur lesquels je vais revenir, la France est une cible privilégiée du terrorisme international et de l'État islamique. Aujourd'hui, la France, c'est le petit Satan, comme je vous l'ai dit, pour l'État islamique, parce qu'elle intervient, parce qu'elle a déstabilisé certaines zones du Moyen-Orient, parce qu'elle intervient partout pour lutter contre le terrorisme. Donc les terroristes nous font la guerre en tour. Donc là, il y a une vraie guerre contre le terrorisme, c'est pas du délire guerrier et néoconservateur de ma part, il me semble qu'il y a une vraie guerre à mener contre le terrorisme, parce que les terroristes mènent une guerre, et notamment parce qu'ils nous mènent une guerre sur notre territoire. Je vais y revenir avec deux attentats là qui me permettront de rebondir sur les attentats terroristes qui menacent la nation et la sécurité nationale. Donc cette loi renseignement, une loi liberticide, donc derrière l'idée très louable de lutter contre les sites terroristes, il y a l'idée qu'en fait on va museler sans doute la liberté d'expression sur Internet et en gros fliquer les gens. Parce qu'en gros, voilà, on va museler notamment des sites un peu dissidents, hein, des sites un peu dissidents comme Égalité et Réconciliation, je pense au Prévert des Patriotes, à l'agence Info Libre, au Réseau Voltaire, Boulevard Voltaire, bon je donne des noms mais tout le monde connaît, ce sont des sites Internet qui font ce qu'on appelle de la réinformation, des sites non alignés qui vivent de dons. Il y en a je vais pas détailler ces sites, mais il y en a des très bons. Il y en a qui parlent du mondialisme, il y en a qui parlent de la crise économique, de la crise migratoire, du danger de l'islam, de la perte de la souveraineté nationale, du gaullisme. Voilà, enfin, ces sites parlent de beaucoup de choses. Et on aurait dans l'idée que cette loi renseignement serait en fait une loi liberticide. Pour brimer la liberté d'expression et notamment brimer, vous savez, ce qu'on appelle un peu la dissidence, quoi, de donner la Soral, corrompance de ces individus, de donner Soral qui font quand même des sacrés vues, hein, dont leurs vidéos sont vues des fois des 200 000, 500 000 fois, des fois même donné plusieurs millions de fois. Je m'avance pas sur ces personnages, mais je dis juste qu'il y aurait une volonté du gouvernement de museler cette dissidence, cette opposition politique et la liberté d'expression sur Internet, la restreindre. Un peu genre le Patriot Act à la française, vous savez, c'était après les attentats du 11 septembre en Amérique, il y avait eu le Patriot Act, c'est une loi sécuritaire. En fait, la loi renseignement serait un renforcement de l'arsenal sécuritaire. Moi, je dis à suivre, en effet. Notamment quand on voit qui la met en place, notre Premier ministre, Manuel Valls El Blanco, hein, comme on l'appelle, le catalan naturalisé, bon, très sympathique, hein. Donc, chacun sait, on craint de Manu la tremblote, puisqu'on a vu qu'il tremblait un peu de la main droite ou de la main gauche, on craint de Manuel Valls des dérives autoritaires et sécuritaires. Puisque lui, Manuel Valls parle régulièrement, vous savez, du fascisme, de l'extrême droite, du nazisme, mais lui-même, on se demande vraiment si lui n'est pas en proie à des démences, une paranoïa, et surtout à des dérives sécuritaires. Enfin, Valls est soi-disant l'homme fort de la gauche, celui qui assume, celui qui se réclame de Clémenceau, des brigades du Tigre, c'est-à-dire du côté jacobin et sécuritaire de la gauche, PS, mais moi je m'interroge surtout si est-ce que Manuel Valls n'est pas lui-même un chef de gouvernement, un premier ministre qui pourrait avoir des dérives sécuritaires, autoritaires, oui, on peut se demander. Et on peut se demander si la loi renseignement, qui est une loi liberticide, en fait, on l'a bien compris, n'est pas en fait une arme du pouvoir socialiste qui est en train de
devenir de plus en plus peut-être sécuritaire avec Manuel Valls, de museler voilà, toute forme de liberté d'expression sur Internet, puisque Internet est le dernier endroit, le dernier média qui résiste, on va dire, au pouvoir et où la parole est totalement libre, des fois même avec des excès, des gens extrémistes. Mais bon, comme dit une célèbre phrase, la liberté n'use que si on ne s'en sert pas. Donc usons de la liberté, notamment de la liberté d'expression, qui est l'un des articles fondamentaux de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, fondamental. Autre chose, après un épiphénomène, j'ai parlé de Dieudo, je vais revenir sur un truc totalement comme ça anecdotique. Dieudonné bientôt expulsé du théâtre de la Main d'Or, ouais, c'est un sujet totalement anecdotique. Bon, moi, c'est quelqu'un qui me fait rire, mais bon, je l'aime pas plus que ça, mais c'est une info que certains ont pu voir sur des sites peut-être un peu dissidents. Oui, Dieudonné va peut-être être enfin, on se demandait, expulsé du théâtre de la Main d'Or. Vous savez, le théâtre de la Main d'Or, c'est ce théâtre qu'il avait acheté, au début des années 2000, quand il avait eu des problèmes avec la justice, quand il avait fait ce sketch antisioniste, antisémite. Et oui, Dieudonné bientôt expulsé du théâtre de la Main d'Or. Oui, c'est ce qu'on a vu, que les propriétaires du théâtre de la Main d'Or ont assigné Dieudonné en justice pour le chasser du théâtre de la Main d'Or, qui était sa propriété, son théâtre privé depuis, je crois, depuis 2002 ou 2003. Enfin, c'est un truc. Il jouait là-dedans depuis 12 ou 13 ans, donc je vous dis, Dieudonné, bon, bah, t'as plus qu'à jouer dans des bus, puisque. Enfin, maintenant, les Zéniths, il est à nouveau un peu fréquentable. Les Zéniths de la France l'ouvrent ses portes, mais c'est vrai que la Main d'Or, c'était son théâtre privilégié, quoi. C'est son théâtre à lui, bon, c'est un peu triste, quoi, parce que bon, il était là-dedans depuis 12 ou 13 ans. Bon, affaire à suivre. Il n'est pas encore expulsé, hein, mais sans doute va-t-il être expulsé, et sans doute y a-t-il derrière la volonté, évidemment du CRIF, la volonté du CRIF et de Manuel Valls, qui sont pas vraiment les amis de Dieudonné. Un autre sujet encore. Oui, les attentes. Oui, je vais revenir sur la France, cible première du terrorisme islamique. Oui, alors là, je voulais revenir sur 2 attentats qu'il y a eu cet été et ce début d'année, enfin ce début de rentrée. Les attentats de Saint-Quentin-sur-Isère et les attentats du Thalys. Donc l'attentat de Saint-Quentin-sur-Isère, qui est une commune en Isère, donc c'est ma région, je connais bien. Ça a eu lieu en début août, il me semble. Donc c'est ce patron là qui a été décapité à la hache par un ouvrier, par un salarié. Bon, on a appris ensuite que ce n'était pas juste quelque chose de crapuleux, mais que l'individu, donc suspect et même coupable de ce crime affreux de décapitation à la hache quand même, était embrigadé par le djihadisme, enfin était embrigadé était l'un des suppôts, l'un des dominants de Daesh en France. Donc il a revendiqué dans une lettre ou sur internet son affiliation à l'État islamique, vous savez, avec ce drapeau noir là, avec ses inscriptions, c'est le drapeau de l'État islamique. Et quand vous voyez ce drapeau, bon, vous savez que vous avez affaire à un dangereux individu, c'est le moins qu'on puisse dire. Et après, oui, l'attentat du Thalys plus récemment, évidemment, quelque chose d'assez affreux aussi, qui a eu lieu en septembre, là, c'est cet attentat dans un train, là, dans un train du Thalys, où un individu tout à fait dangereux qui a été empêché de passer à l'acte grâce à l'héroïsme, pour une fois, d'Américains, on peut souligner, de 2 ou 3 militaires américains et d'un Anglais, il me semble, de 2 ou 3 militaires américains et d'un Anglais, qui ont réussi à stopper cet individu parce que ils ont senti qu'il était dangereux, et en fait, quand ils l'ont vu sortir une arme, c'était un pistolet, je crois, ils l'ont arrêté, certains même ont été blessés, donc totalement héroïques, ils ont été d'ailleurs, ces héros nationaux ont été décorés de la Légion d'honneur par François Hollande, donc c'est très bien, hein. Il faut, dans cette époque à la fois de cuistrerie, d'hypocrisie, de lâcheté, de manque de courage, c'est bien que les gens un peu... Parce que c'est ça, hein, avec la France première cible du terrorisme islamique, notamment de Daesh, qui nous a désigné comme l'ennemi public numéro 1, ou son ennemi numéro 1. Et il va falloir que des initiatives citoyennes se renforcent, puisqu'en effet, les services secrets, la DGSE, la DCRI, et les services en général français ne peuvent pas tout, hein. On dit qu'ils font pas leur boulot, c'est pas vrai, ils font totalement leur boulot. Ils sont héroïques. Dès qu'ils peuvent, ils essaient d'arrêter des attentats, mais comme ils le veulent. Il y a vraiment une volonté et même Charlie, vous savez que pour 2 ou 3 attentats qui se déroulent en France, il y en a des centaines qui sont déjoués. Et l'attentat de Charlie Hebdo, c'était des as, quoi. Des fois, ça arrive, il y a quelque chose de traumatisant, il y a un attentat, mais pour un attentat effectif, il y a peut-être 100 ou 200 attentats déjoués. Donc la France fait totalement son travail.
Autant je peux critiquer la géopolitique et les interventions militaires de la France, qui sont pour moi des interventions purement droits de l'homiste et qui n'ont pour but que de déstabiliser des zones. Autant je peux critiquer la politique étrangère de la France, autant les services de renseignement, que ce soit des GSE ou des CRI, de l'intérieur ou l'extérieur, les services de renseignement et de sécurité françaises sont très bons. Enfin, ils font tout ce qu'ils peuvent, en tout cas. Il ne faut pas du tout accumuler ces gens-là. Ce sont des patriotes et ils font tout ce qu'ils peuvent pour protéger la population et sécuriser le territoire national. Donc, faut pas leur vouloir. Donc voilà. Donc l'attentat d'Italie, je voulais surtout revenir sur la France première cible du terrorisme islamique et de Daesh, c'est reconnu quoi. Il va y avoir une multiplication d'attentats islamiques revendiqués par Daesh et pour ça il faut que les initiatives citoyennes et le courage des citoyens se mobilisent comme là. Hein. Genre espérons-le. Il le faut. Donc après ce sujet, je voulais revenir sur autre chose, un peu plus polémique. Je vais un peu bousculer peut-être mon menu là, mais l'affaire de Tel Aviv-sur-Seine. Alors ça, c'est un truc qu'on a vu, je voulais en revenir parce que c'est un peu un sujet qui me fait rire. Qui me fait rire, l'affaire de Tel Aviv-sur-Seine. Donc c'est quoi Tel Aviv-sur-Seine, pour ceux qui n'ont pas vu? C'est cet été, en juillet, vous savez, il y a Paris-sur-Seine pendant l'été, Paris-Plage. Là, il y a eu une espèce de truc délirant, incroyable, qui s'appelait Tel Aviv-sur-Seine, qui était à l'initiative de la municipalité de Paris, donc de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et puis d'associations sans doute pro-israéliennes, hein, solutionnistes en France, qui était un truc incroyable, pendant 15 jours, je crois, ou une semaine pendant 15 jours, à la place de Paris-Plage, ou en même temps que Paris-Plage, donc à Paris, une initiative, un mouvement qui s'appelait, soi-disant, Tel Aviv-sur-Seine. Donc Tel Aviv, bon, c'est une ville israélienne, c'est la capitale israélienne, comme chacun sait, et cette initiative, soi-disant, était pour renforcer l'amitié ou les liens entre l'État d'Israël et la France, donc entre Israël et la France. Renforcer les liens culturels, diplomatiques, politiques entre nos deux pays, l'État d'Israël et l'État français. Donc pourquoi je m'intéresse à ce sujet? C'est un petit sujet, hein, mais bon, c'est un sujet qui m'a choqué, moi, déjà, parce que pourquoi pas Londres-sur-Seine, pourquoi pas Berlin-sur-Seine, pourquoi pas Washington-sur-Seine, pourquoi pas n'importe quoi sur Seine, pourquoi Tel Aviv-sur-Seine? Après, je vais peut-être avoir une réponse. Donc déjà, je vois pas pourquoi. Là aussi, c'est incroyable pourquoi la France aurait des liens particuliers, carrément une symbiose, un amour comme ça pour l'État d'Israël, je vois pas pourquoi. Et surtout, je voulais revenir qu'en fait, on a vu que derrière Tel Aviv-sur-Seine, derrière cette manifestation, bon, il y a eu évidemment des condamnations et des appels à la manifestation des associations, bon, toujours les mêmes, les associations pro-palestiniennes, là, les associations pro-palestiniennes, le NPA, le Front de Gauche, Amitié France-Palestine, donc, qui ont, et d'ailleurs, à raison, hein, qui ont lutté contre le scandaleux de servir comme ça la soupe à l'État d'Israël, et qui ont trouvé scandaleux que la France, prenne tellement parti pour ce pays. C'est vrai, moi je trouve ça un peu scandaleux. Encore une fois, pourquoi pas autre chose sur Seine, pourquoi spécialement Tel Aviv-sur-Seine? Et surtout, donc il y a eu des manifestations d'associations pro-palestiniennes, de défense de la cause palestinienne et de critique d'une France qui serait trop proche d'Israël. Et oui, c'est mon avis aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'on a bien vu qu'à la manœuvre derrière Tel Aviv-sur-Seine, il y avait toutes les associations, on va dire, pro-Israël ou sionistes de France, notamment le CRIF, c'est une évidence, donc le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, dont je vais reparler un petit peu après. Les étudiants juifs de France, 3 mots, 3 mensonges, hein, ils représentent ni les étudiants, ni les juifs, ni la France, ils ne sont pas étudiants, ils ne sont pas spécialement français, ils sont juifs, mais c'est surtout un des bras armés d'un lobby, je vais même pas dire juif, parce que c'est un peu scandaleux, mais d'un lobby en tout cas pro-israélien. Ces gens-là, c'est comme le CRIF, je vais y revenir après d'ailleurs. D'un lobby pro-israélien qui serait un peu trop fort en France, et qui nuirait d'ailleurs à notre politique internationale en étant trop pro-israélien, et à notre politique, nationale, mais je vais y revenir, en apportant le conflit israélo-palestinien et en accentuant les tensions communautaires entre juifs et musulmans. Donc c'est pas bon du tout. Hein. Là, je m'en prends vraiment pas. J'ai absolument rien contre les juifs. J'ai un problème contre les lobbies communautaires, qu'ils soient américains, israéliens, saoudiens. Mais je vais y revenir après. Et donc juste pour dire, voilà, Tel Aviv-sur-Seine, un truc totalement délirant qui vient de la mairie de Paris. On se demande bien pourquoi. Et on a vu en branle toutes les associations pro-israéliennes, Meilleur Habit notamment, l'association Amitié France-Israël au Parlement européen. Truc totalement délirant. Donc derrière, on voit l'influence de tous les lobbies. Donc Tel Aviv-sur-Seine, un truc totalement scandaleux. En plus, un truc notamment scandaleux parce que c'est un an, à peu près jour pour jour, après l'offensive très meurtrière de l'année dernière, là, l'offensive, je sais pas quoi, bordure protectrice, là, de l'été 2014, où l'État d'Israël avait quand même agressé très violemment dans la bande de Gaza. Il y avait eu, je crois, 3000 morts du côté palestinien. Donc c'est pas du tout de bon goût que la France, déjà à l'époque, il y a un an,
s'était largement rangé du côté de l'État d'Israël et de la brutalité de Netanyahou, du président qui était à l'époque Premier ministre de l'État d'Israël. On se souvient de cette offensive tout à fait meurtrière, enfin, soi-disant pour lutter contre le Hamas et Daesh, enfin contre Hamas et contre les Tifada tout à fait imaginaire. Et il y avait eu au moins 2 ou 3 000 morts du côté palestinien pour peut-être 30 morts du côté israélien, alors que les 30 morts côté israélien c'est toujours des militaires et les quelques milliers de morts du côté palestinien c'est plutôt des civils, souvent des femmes et des enfants. Donc là aussi on a, enfin là c'est pas la partie, on est sur la partie nationale, mais genre pareil, mais il y a une inégalité, une asymétrie des forces entre d'un côté 3000 morts, de l'autre 30 morts, et d'un côté des morts qui sont des civils, des femmes et des enfants, et de l'autre des morts qui sont des militaires. C'est toujours triste, c'est un mort, hein, mais bon, là je vais pas revenir sur l'État d'Israël, hein, c'est pas la question, on est sur la partie nationale. Et voilà, c'était d'autant plus de mauvais goût de la France de prendre autant parti pour la cause israélienne, pour la cause sioniste. La France devrait devrait être neutre. Et donc là, j'en viens à l'autre sujet qui était, oui, y a-t-il une trop grande pénétration, une trop grande influence des lobbies, on va dire, pro-israéliens sionistes en France? Donc à travers des lobbies, des groupes de pression, des associations communautaires, que j'ai cité déjà le CRIF, les associations juives de France, des lobbies aussi au Parlement, comme l'Amitié France-Israël, bon, des trucs comme ça, qui pénètrent même la vie politique, ce que je veux dire, parce que le CRIF, les associations juives de France, c'est des associations de droit privé, donc c'est des associations comme un parti politique est une association, c'est des associations de droit privé, qui font bien ce qu'ils veulent, mais il y a même des lobbies, comme ça on va dire, pro-israéliens, pro-sionistes, au Parlement européen. Donc ça pose des questions comme l'amitié France-Israël, avec notamment un individu qui symbolise parfaitement cette pénétration et cette influence des lobbies israéliens ou sionistes, je sais pas quel, notamment Meirab, le député UDI, donc soi-disant centriste modéré, qui pourtant n'est pas du tout modéré. Il est dans un parti qui s'appelle le Centre, alors qu'il soutient une politique en Israël qui est une politique d'extrême droite, d'apartheid, des racialistes. Bon, je vais pas revenir là-dessus, mais l'Israël de Netanyahou Lieberman est plutôt une Israël extrême droitière, est une Israël militariste et racialiste. Mais je vais pas revenir là-dessus. Je vais surtout parler de la pénétration et de l'influence, voilà, des différents lobbies et des différents groupes de pression israéliens en France. Et oui, moi je pense qu'il y a une trop grande pénétration de ces lobbies, de ces groupes de pression communautaires, qui nous nuisent à 2 raisons. Un, parce qu'en termes de politique étrangère et de la politique étrangère de la France, et de la politique internationale de la France, c'est catastrophique. Parce qu'on est trop aligné sur les Américains et puis Israël un peu depuis quelques temps, depuis Sarkozy. C'est une catastrophe parce que ça nuit à l'équilibre gaulien depuis Général de Gaulle. Depuis Général de Gaulle, vous savez, il y avait une tradition de l'équilibre gaulien. La France était équilibrée entre ses relations avec les Arabes et les Israéliens, les pays arabes et les pays israéliens. Évidemment, elle avait des relations diplomatiques et économiques avec tout le monde, mais elle discutait avec tout le monde. Là, il semblerait que depuis Sarkozy et depuis Hollande encore plus, il y ait un alignement total de la France sur l'atlantisme et des Américains, et de plus en plus sur la cause sioniste et l'État d'Israël, ce qui pose des problèmes. Il y a des problèmes moraux, éthiques, parce que c'est pas vraiment un pays qui pratique tellement les droits de l'homme tel qu'on le dit, qui n'est pas un pays tellement versé dans l'humanitaire, mais en plus qui est quelque chose de catastrophique pour nos relations dans le monde arabe, puisqu'on est le grand Satan. Avant, la France, depuis De Gaulle, était très respectée dans le monde arabe et par les arabo-musulmans, parce que la France avait une politique d'équilibre, l'équilibre gaulien. Aujourd'hui, on est trop aligné. Et l'autre truc catastrophique, c'est que ces lobbies communautaires, mais il n'y a pas que les lobbies israéliens, il y a d'autres lobbies, mais tous ces lobbies communautaires sapent les fondements de la République, les fondements de l'universalisme républicain, c'est-à-dire les fondements de la République telle qu'elle est héritée de la Révolution française et du texte qui fonde la Révolution et qui fonde notre Constitution, qui est la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui est que la France, enfin la République française est une et indivisible, qu'elle ne reconnaît pas de corps intermédiaire, que l'on a aboli à la Révolution française, elle ne reconnaît pas de corps intermédiaire et donc pas de lobby. Ça, c'est un truc à l'américaine, le lobby. On voit bien que là aussi, on s'américanise. C'est un truc à l'américaine. Donc, pas de lobby, pas de groupe de pression et pas de communauté. La France reconnaît une seule communauté, la communauté nationale. La France, les Français. Dans cette communauté nationale, dans ces Français, il y a bien évidemment des Français d'origine confessionnelle, ethnique ou religieuse, très différentes. Mais il y a une seule communauté nationale. Il ne peut pas y avoir de communauté organisée, de communauté constituée et reconnue par la loi. La loi française, la Constitution, le juridique ne reconnaît pas les lobbies, contrairement à l'Amérique. Donc il ne reconnaît pas les communautés. Donc et en plus ce genre de lobby pro-israélien là ne font qu'apporter encore un peu plus le conflit israélo-palestinien en France.
Il y a deux types de personnes qui importent le conflit israélo-palestinien en France. Les associations pro-palestiniennes d'extrême gauche comme le NPA, par leur soutien excessif à la Palestine, et je dirais les associations israéliennes, sionistes, qu'il faut aussi dénoncer, qui importent le conflit israélo-palestinien en dictant une ligne très dure, très pro-israélienne, très extrême droitière. Et pour voir cette influence, cette pénétration de ce lobby, il suffit de voir le dîner du CRIF. Je ne vais pas parler plus du dîner du CRIF, mais le dîner du CRIF qui est un dîner annuel où le chef d'État, le gouvernement, les corps constitués vont tous se prosterner à ce dîner du CRIF, qui est un dîner communautaire, encore une fois. Rien contre les juifs, moi, évidemment. C'est contre une élite juive communautaire. Et surtout contre des lobbies communautaires. Et là, il se trouve que c'est un lobby pro-israélien sioniste, le CRIF. Donc on voit très bien la pénétration et la puissance et l'influence de ce lobby du CRIF sur la politique française, notamment sur la politique étrangère. Parce qu'on l'a bien vu dans ces dîners du CRIF, le président du CRIF, là, Kerman, dicte la bonne ligne et dicte la ligne et la politique étrangère de la France à venir, c'est-à-dire pro-Israël. Voilà, je voulais finir sur Tel Aviv-sur-Seine et la trop grande pénétration des lobbies israéliens en France. Je parlerai peut-être d'autres lobbies, hein. Là j'ai parlé des lobbies israéliens. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur les lobbies notamment saoudiens et qataris, c'est-à-dire les lobbies qui apportent le salafisme en France, mais ça on y viendra plus tard, ou les lobbies américains évidemment atlantistes, les lobbies de l'agroalimentaire, comme Monsanto, bon, non. Mais là c'était pas le sujet. Donc allez, encore quelques sujets. Je vais aborder notamment là des sujets plus politiques. Oui, les primaires chez les Républicains. Donc là, je vais aborder un sujet plus politique. Les primaires chez les Républicains ex-UMP. Je vais aborder les hommes, les idées, les courants. Donc là, c'est un sujet plus politique qui touche aux partis politiques. Oui, donc bon, vous savez, l'UMP est devenu les partis des Républicains depuis quelques mois. Donc là, on voit rien qu'avec ce nom déjà, on voit l'influence aussi et la pénétration de la culture américaine, puisque les Républicains, ça nous renvoie au Parti républicain d'Amérique. Donc on attend tous prochainement que le PS devienne les démocrates pour qu'il y ait enfin cette bipolarité débile à l'américaine où il y a les démocrates et les républicains. Donc déjà, on voit l'américanisation de la vie politique. Autre chose, on voit que c'est aussi une vision très à l'américaine, c'est-à-dire très, je veux dire très manichéenne, puisque les républicains et les démocrates, ça fait moi je suis républicain, ceux qui ne sont pas dans le parti des républicains ne seraient pas républicains, ce qui est grotesque absolument. Enfin, ce nom-là est grotesque. En plus, comme vous le savez, historiquement, la droite, la gauche historiquement porte des noms comme, vous voyez, les démocrates, les socialistes, c'est-à-dire portent des noms qui sont des idéologies, parce que la gauche se gausse d'avoir des grandes idées, des valeurs, alors qu'historiquement, la droite, en France, n'a pas une tradition de porter une idéologie, c'est-à-dire historiquement, les noms de la droite, c'était des noms slogans, c'était des noms, par exemple, il y avait l'UDR, l'UMP, le RPR, le RPF. Bon, je vais pas aller détailler, mais c'était des noms c'était pas des noms qui portaient une idéologie, un sens. C'était des noms très Union pour la démocratie, Union pour la République, Union pour le peuple français. Bon. Mais à part ça, oui, je voulais aborder les hommes, les idées et les courants. Donc chez les Républicains, oui, ce que je voulais dire, c'est que oui, donc c'est primaire. Il va y avoir des primaires, vous le savez, pour la prochaine présidentielle de 2017. Donc déjà quelque chose de nouveau. C'est la première fois à droite, comme on dit, donc à l'UMP à droite. Mais avant il y avait le RPR. C'est la première fois à droite qu'on va avoir droit des primaires pour choisir donc le candidat à la présidentielle. Historiquement, ça c'est plutôt une tradition de gauche, hein, vous savez, les primaires à gauche, parce que pour la démocratie, le pluralisme. Historiquement à droite, pourquoi à droite c'est moins une culture, parce qu'il y a une culture du chef, vous le savez, une culture du chef, du leadership. Ça c'est la tradition bonapartiste. Là aussi, on voit que les vieilles familles de droite en France sont en train d'être remplacées par d'autres choses, par une droite américaine, une droite libérale, du fric, et une droite pseudo-démocratique. Et surtout, oui, à droite, avant, on faisait que ce soit De Gaulle, je veux dire Pompidou, Chirac, et même Sarkozy 2017, le candidat à droite pour la présidentielle était toujours auto-proclamé. Le parti le désignait parce que c'était le meilleur, c'était le champion pour faire gagner le parti et les idées à la présidentielle. La droite se lance dans la course aux primaires. Là aussi, ça prouve un alignement. Moi, je dirais pas tant sur le PS, sur la gauche française, mais ça prouve un alignement sur la vision de la politique à l'américaine, donc des primaires. Et là, on voit très bien, contrairement à ceux qui disent que les primaires ne sont pas tellement une garantie de démocratie, l'exemple Amérique, c'est vrai qu'on pourrait croire que la primaire permet une garantie de démocratie parce que il n'y a pas un chef
autoproclamés comme dans la tradition bonapartiste, mais il y a plusieurs candidats qui exercent dans, dans un débat leurs convictions et ont choisi le meilleur, donc ça serait soi-disant démocratique. On voit très bien que c'est pas du tout ça. Là aussi, on voit très bien l'influence des primaires dans la tradition américaine, puisque l'Amérique, vous savez, bon, le vote est un peu compliqué, mais il y a des primaires dans tous les partis, et notamment les deux grands partis que sont les démocrates, la gauche, les républicains, la droite plutôt plus conservatrice, quoi, les progressistes contre les conservateurs, la droite contre la gauche. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit très bien que les présidentielles américaines, ça j'en parlerai une prochaine fois, il n'y a pas du tout une garantie de démocratie en réalité, puisqu'on voit très bien que la politique américaine est totalement dominée par les lobbies, donc les groupes de pression communautaires. Nous, c'est une conception qui est l'inverse de notre conception démocratique, puisque nous, dans notre conception des démocratiques en France, issue de la Révolution française et de l'universalisme républicain, la conception démocratique de la France, c'est pas de lobby, pas de communauté, mais que des individus égaux devant la loi. L'Amérique, c'est différent. L'Amérique, les lobbies sont très représentés à la loi. Les lobbies, les groupes de pression font partie de la vie démocratique en Amérique. On s'organise en communauté en Amérique, puisque c'est une société communautarisée. Mais là, on voit très bien qu'en fait, les primaires, c'est l'importation du modèle américain, libéral et américain, et en fait, c'est pas du tout une garantie de démocratie. Il suffit de voir j'en parlerai, je pense, le mois prochain ou dans 2 mois. Je parlerai des primaires américaines, que ce soit chez les démocrates avec Hillary Clinton ou chez les républicains avec le fils Bush, là, Jeb Bush. On voit très bien qu'en fait, il y a des candidats autodésignés. Ce sont ceux qui ont les réseaux, les puissances d'argent et l'argent, tout simplement. Et que les petits candidats marginaux qui ont un vrai programme, des vraies idées alternatives, s'ils n'ont pas la puissance bancaire et l'argent et les financements, des réseaux financiers et bancaires, en gros, ils ne seront pas élus. Donc en fait, l'Amérique, mais j'y reviendrai, est une espèce de plutocratie, une oligarchie plutocratique, un groupe de quelques riches qui dirigent le pays. Ça ressemble pas vraiment à une démocratie. Et surtout, les primaires ne sont là que pour pérenniser ce pouvoir de quelques-uns, des quelques plus riches, et en fait faire, c'est le théâtre, ce qu'on appelle le théâtre démocratique, le théâtre républicain. On fait croire qu'il y a une vie démocratique, alors qu'en fait, les candidats qui se présentent, c'est tous les mêmes, ils ont à peu près tous les mêmes idées surtout, sauf sur des trucs à la marge, comme le port d'armes et l'avortement et le mariage homosexuel, c'est-à-dire des épiphénomènes, des sujets totalement sociétaux et progressistes, mais sur tous les sujets lourds, ils ont les mêmes idées. Ça, c'est intéressant à voir. Et voilà, quoi. Mais en fait, il n'y a pas du tout de démocratie, c'est les plus riches, notamment à travers les campagnes aussi publicitaires qui coûtent des milliards là-bas. Les campagnes électorales, les campagnes publicitaires des grands candidats à la présidentielle américaine, ça coûte des milliards. Donc en fait, il faut avoir l'argent, il faut être milliardaire pour faire de la politique américaine, il faut être milliardaire pour pouvoir être élu à la tête de la présidence américaine, il faut avoir les réseaux et les lobbies, c'est-à-dire en général avec soi, ça j'y reviendrai plus tard, qui sont un peu les mêmes qu'en France d'ailleurs, hein, comme quoi, les lobbies communautaires et les puissances d'argent. Voilà, donc en fait, les primaires chez les Républicains ne sont pas du tout un gage de démocratie, mais au contraire un gage c'est le plus riche qui va être élu. Et là, j'en viens à la France rapidement. Et ben oui, c'est ça. C'est qui sont les hommes. Donc déjà, on a vu une multiplication des candidats à la primaire pour être ensuite désigné le candidat à la présidentielle. Des candidats totalement farfelus. Donc par exemple, il y a Nadine Morano, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Laurent Wauquiez, Hervé Mariton, Alain Juppé. Et là, pour les plus importants, je dirais les 3-4 plus importants, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon. Donc, vous voyez, il y a une dizaine de candidats. Jusqu'en 2007, la tradition bonapartiste et gaulliste à droite ont désigné son candidat, le champion, le meilleur. Bah là, non. La droite se jette dans les primaires avec, vous voyez, une dizaine de candidatures, en plus des candidats vraiment grotesques, sans intérêt. Je veux dire, Kosciusko-Morizet, Nadine Morano, Bruno Le Maire, enfin, ils représentent rien. Bon. Et c'est là que je voulais en venir. Bon, les hommes, je les ai cités, les hommes ou les femmes. Parité oblige. Mais surtout les idées, les grands courants qui traversent, c'est ça qui m'intéresse. Parce que les primaires, bon, moi je vais pas voter pour. Bon, on a compris qu'il y aurait une primaire chez les Républicains pour la présidentielle de 2017. Mais je voulais aborder l'idée oui, les idées justement, les grands courants idéologiques qui traversent les Républicains. J'en sais quelques-uns. Bon, il y a, moi je vais surtout citer, bon, je vais évacuer direct les petits candidats. Bon, Kosciusko-Morizet, c'est la bourgeoise de gauche, bon, bobo, libéral libertaire, sans intérêt, féministe sans intérêt. On évacue ça. Bruno Le Maire, bon, agrégé là, qui parle un peu allemand. C'est le courant européiste pro-allemand. Bon, voilà, pas très intéressant, il ne représente pas grand-chose. Assez progressiste au niveau des mœurs, bon, assez libéral, pas grand-chose. Nadine Morano, bon, là, c'est carrément rien. Enfin, elle est très gentille, bon, mais il n'y a aucune ligne à part. Morano incarnerait la droite populaire, qui parle le franc-parler, un peu méprisé par les élites bourgeoises. Bon, voilà, c'est tout. Je vais en venir surtout aux 3 candidats principaux. Hein.
et les idées qu'il y a derrière. Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon. Donc Fillon, on a vu là, il a écrit un livre récemment là. Il a écrit un livre pour exposer son programme politique. Je l'ai pas lu, mais je l'ai un peu feuilleté. En gros, c'est un programme libéral, hein, moins d'impôts, l'État se désengage de l'activité économique, il faut rembourser la dette et le déficit, il faut libéraliser à tout va l'économie française, il faut accentuer le fédéralisme européen, donc c'est libéral, européiste, atlantiste, bon, candidat absolu du système. Alors quand on sait d'où vient Fillon, Fillon vient du gaullisme social, il vient du séguénisme, il était proche de Philippe Séguin, donc des gaullistes sociaux, alors qu'aujourd'hui il est totalement libéral. Bon. Donc Fillon, voilà, le courant Fillon, ça serait, je vais dire, le candidat du système, mais le sont tous, c'est-à-dire à la fois social-libéral, si on peut dire. Voilà, Fillon, candidat très libéral à tous les niveaux, il l'a écrit. Juppé, alors lui, c'est le candidat du système absolu, et lui, ce qui m'intéresse, c'est surtout Juppé Sarkozy, c'est eux qui ont une chance, hein. Ils caracolent en tête, ils talonnent de très loin, même Fillon est très loin derrière. Les deux gros candidats des primaires, c'est eux. Et là, j'ai vu deux courants, deux lignes. La ligne soi-disant plus dure, plus droitière de Sarkozy, comme en 2012, c'est-à-dire une ligne, vous savez, Buisson, enfin la ligne Buisson-Zemmour, la ligne Buisson, surtout Guénaud, la ligne Buisson-Guénaud qui l'avait fait perdre, en 2012 d'ailleurs, mais je sais pas si c'est ça qui l'a fait perdre d'ailleurs. Une ligne plus dure, plus droitière, plus réac. C'est une ligne sur l'immigration, sur l'islam, sur l'identité. Donc une ligne plus droitière, donc inspirée par Buisson-Guénaud. Plus droitière, plus nationaliste, on peut dire. Un peu plus anti-européenne, plus souverainiste, anti-immigration, anti-islam, qui parle des questions d'identité et qui relègue un peu les questions d'économique et de social. Donc ça, c'est la ligne dure, un peu réac, droite. Et en face, on a Juppé, le candidat du système. Lui, on l'a vu, hein, tous les médias bobos se l'arrachent. On l'a vu, Libération, par exemple, qu'il adore. Et on a vu surtout les Inrocks, il a fait la couverture des Inrocks. Tous les médias bobos progressistes se l'arrachent. Donc Juppé, candidat libéral-libertaire, je vais l'appeler comme ça. Totalement libéral au niveau de l'économie, comme Fillon, totalement libéral. Anti-État, voilà, totalement libéral, acquis au libéralisme à l'économie de marché. Et libertaire au niveau des mœurs. Il est clairement pour le mariage homosexuel, il ne dit pas grand-chose de la théorie du genre, il parle très peu des questions d'identité, donc en fait, voilà, j'en ai fini sur la primaire et les Républicains, mais je voulais surtout montrer le clivage entre deux hommes et deux courants. Sarkozy-Juppé. Même si, à mon avis, c'est du théâtre, là aussi, c'est du théâtre démocratique. Sarkozy incarnant l'aile plus droite et plus conservatrice et plus réactionnaire des Républicains, et notamment qui lorgnerait sur le Front National, notamment sur la question de l'identité, qui parle avec une aile plus droite, plus réactionnaire, plus conservatrice, qui met en avant les questions d'identité nationale, de l'islam et de l'immigration. Donc ça, c'est la ligne Buisson, Guénaud, Zemmour, et c'est la ligne soi-disant Sarkozy, voir ses discours sur l'immigration et sur l'islam. Une ligne plus droitière, notamment pour draguer les électeurs du Front National. Et enfin, Juppé, la ligne plutôt du système que j'ai appelée libéral-libertaire, donc libéral et progressiste, totalement là aussi européiste, atlantiste, qui met en avant plutôt les thématiques économiques et sociales, on le voit, les thématiques économiques et sociales, l'innovation, l'investissement, la croissance, la baisse du chômage, qui est beaucoup moins sur des questions d'identité, ou alors à la marge, ou alors avec une vision très progressiste, une vision voilà, droit de l'homiste, l'identité heureuse, il avait parlé d'identité heureuse, peut-être de la mondialisation heureuse, enfin, c'est pseudo-concept. Donc à la marge sur l'identité ou progressiste sur l'identité. Donc voilà, un candidat du système libéral-libertaire, un candidat plus droitier, mais au final, à mon avis, c'est les mêmes. Donc je vais finir ça. Avant-dernier sujet, dernier sujet vraiment, et l'autre sera un sujet plus émotion. Dernier sujet, on va dire, qui est l'actualité du FN. Voilà. Oui, j'ai abordé l'actualité des Républicains de la droite, et là je vais aborder l'actualité du FN sur 3 sujets, qui se sont déroulés donc cet été et la rentrée. D'abord, trois choses, parce que le FN a fait un peu parler de lui cet été. L'opposition, déjà, Marine Le Pen et son père, Jean-Marie Le Pen, je voulais revenir sur ce conflit. Est-ce que c'est un conflit familial, idéologique, qu'est-ce qu'il y a derrière, rapidement. Ensuite, un conflit beaucoup plus idéologique. En fait, que derrière ce conflit familial, il y a un vrai conflit entre deux lignes, entre le vieux Front National libéral de Jean-Marie Le Pen et le néo-Front National de Florian Philippot, c'est-à-dire un Front National souverainiste, étatiste et même socialiste. Et enfin, la perspective pour les élections régionales, dont je parlerai d'ailleurs le mois prochain, mais pas ce mois-ci, qui va avoir l'investiture en PACA, c'est-à-dire en région
en région là du Sud. Est-ce que ça serait Jean-Marie Le Pen? Avec ses dérapages, ça me paraît un peu... eh bien, il va être mis sur la touche, ou plutôt sa fille, sa petite fille, Marion Maréchal. Et d'ailleurs, je reviendrai aussi sur le programme de Marion Maréchal et montrer que Marion Maréchal incarne, elle, une troisième ligne au front. Il y aura 3 lignes. Et puis, j'en aurai fini sur l'actualité. Donc, l'actualité du FN, d'abord, l'opposition Marine Jean-Marie. Bon, on a vu, hein, ça a commencé même en avril-mai. Vous savez, cet entretien dans le journal d'extrême droite Rivarol. Bon, je vais pas y revenir. Jean-Marie Le Pen ne revient pas sur ses propos sur les chambres à gaz. Il dit que pour lui, c'est toujours un détail. Bon, ses propos un peu sulfureux sur la Seconde Guerre mondiale. Aussi, il ne désavoue pas Pétain. Bon, on connaît ses propos sur Pétain. Il désavoue plutôt De Gaulle. Et derrière, vous savez, Marine Le Pen, qui est la présidente du Front National, a mis sur la touche son père, son paternel. Et on a parlé d'une opposition familiale. Elle a tué le père, un conflit oedipien. Voilà, c'est-à-dire la fille qui tue le père, qui mange son père. Bon, là, on était sur du une vision de bonne femme, hein, faut bien le dire, une vision très psychologique, une vision très psychanalytique, pas très intéressante, mais assez drôle, dont les médias se sont repés, dont les médias ont fait leur sel pendant tout l'été, on l'a vu, hein, l'opposition Marine Jean-Marine. Donc, un conflit fratricide, la fille qui a tué le père, conflit oedipien, la fille qui tue un père gênant aussi, puisque Marine Le Pen cherche à se dédiaboliser auprès notamment de l'électorat plus bourgeois et même de l'électorat des banlieues, et même auprès des juifs, on l'a bien vu, auprès des Français de confession juive. Marine Le Pen cherche à effacer les controverses et à se démarquer et à se dédiaboliser, se démarquer de cette ligne un peu radicale du père. Ça a marché, on a vu, puisqu'elle est beaucoup plus populaire, elle est invitée partout. Et on a vu en effet, surtout, je voulais dire que Jean-Marie Le Pen a été suspendu, vous savez, de sa présidence d'honneur. Il était depuis 2009, depuis qu'il avait quitté la présidence du Front, il était président d'honneur du Front National. Là, Jean-Marie Le Pen a dû être démis de la présidence d'honneur. Officiellement, il n'est plus au Front National. Mais vous savez, tout ça est très rocambolesque, puisque Jean-Marie Le Pen a assigné en justice sa fille et le Front National pour porter plainte. Voilà, donc derrière l'idée du conflit familial et un peu oedipien, la volonté sans doute de Marine Le Pen de se démarquer, notamment en se rapprochant de gens comme Philippot, qui sont des technos, des gens plus modérés, plus dans le système, enfin de se démarquer de la ligne extrémiste et des dérapages verbaux de son père, c'est une certitude. Donc de décapiter, enfin, en décapitant son père, elle décapite le vieux Front National, un peu antisémite, anti-franc-maçon, tout ça. Et bon, on verra ça, surtout on va suivre ça avec intérêt. Jean-Marie Le Pen exclut de la présidence d'honneur du Front National. Il a porté plainte contre le Front National, on verra ce qui va arriver. Hein. Moi, à mon avis, il va être réintégré dans ses fonctions. Mais... deuxième chose par rapport à l'actu du FN, important, voilà, derrière cet affrontement, est-ce qu'il n'y aurait pas en fait un affrontement idéologique, beaucoup plus profond, un affrontement d'idées entre deux Fronts Nationaux, je vais y aller rapidement pour pas faire trop compliqué, deux Fronts Nationaux, un vieux Front National libéral du père, donc Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire ce vieux Front National poujadiste, libéral, anti-État, libéral, anti-fiscaliste, hérité du poujadisme, c'est-à-dire du populisme, du libéral populisme, pour appeler ça du libéral populisme. Rappelez-vous que Jean-Marie Le Pen, avant d'être président du Front National, de fonder ce Front National, il était au poujadisme. Pierre Poujade, c'est-à-dire le populisme et le libéral populisme. Et l'affrontement de ce vieux front libéral au niveau économique, notamment anti-État, avec un néo-Front National, évidemment. Et ça date pas d'hier, mais là je comptais un peu faire le point, parce qu'il y a eu cette actualité. Un néo-Front National mené non pas par Marine Le Pen, mais par Florian Philippot. Un néo-Front National plutôt de gauche. Socialiste étatiste, gaulliste. C'est que historiquement, le Front National était un parti anti-gaulliste. Bon, pas l'histoire, hein, vous connaissez la guerre d'Algérie, anti-gaulliste et anti-État. Philippot lui fait l'inverse. Il n'y a aucun déravage verbal chez lui, aucune réhabilitation de l'Allemagne, au contraire même, très anti-allemand, mais ça on le reverra plus tard. Et une critique féroce du libéralisme, et par contre un gaullisme affiché, puisque quand Jean-Marie Le Pen va fleurir la tombe du maréchal Pétain, Florian Philippot, lui, va fleurir la tombe du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. Il va même se recueillir au Mont-Valérien. On a vu Philippot se recueillir au Mont-Valérien devant la croix de Lorraine, symbole gaulliste de résistance par excellence. Donc voilà, je voulais dire ça sur derrière l'affrontement père-fille et l'affrontement d'idées. D'un vieux Front National libéral poujadiste, c'est-à-dire populiste mais libéral, anti-État, anti-fiscaliste, face à un néo-Front National intéressant de Philippot, qui est un Front National gaulliste, souverainiste, voire même social, je veux dire socialiste quasiment, étatiste, dirigiste, qui est en fait
En fait, ça correspond à une différence de positionnement par rapport à une différence d'époque. Le Front National de Jean-Marie Le Pen, c'est un Front National des années 80. C'est un Front National à l'époque de la guerre froide, où il y a un affrontement entre le libéralisme des États-Unis et le communisme de l'Union soviétique. Jean-Marie Le Pen avait évidemment pris son parti. Il était proche, beaucoup plus proche des Américains et du libéralisme anti-marxiste. La vieille tradition d'extrême droite, anticommuniste, anti-marxiste. Donc ça correspondait à un Front National des années 80. Un Front National des années 80, c'était un Front National qui vivait à l'époque d'un affrontement idéologique de la guerre froide entre les communistes, les rouges, et les libéraux. Et donc Jean-Marie Le Pen était libéral par anticommuniste primaire. Il disait, nous on est libéraux parce qu'on aime la liberté. Le slogan. Philippot, lui, se repositionne par rapport au XXIe siècle à une époque de mondialisation, et de mondialisation économique et libérale accrue, où l'État a un nouveau rôle à jouer, sans doute. Un rôle, ce qu'on appelle l'État stratège, l'État pilote. L'État stratège, l'État pilote dans l'économie et le social. Donc Philippot, lui, est un homme du XXIe siècle, c'est pas un homme du XXe siècle, c'est pas un homme du XXe siècle, c'est un homme du XXIe siècle, où Philippot se positionne par rapport à la mondialisation économique et financière, et par rapport à ces enjeux de mondialisation libérale et économique, Philippot assume clairement la position d'un État social fort. Donc c'est un État social. Et enfin, pour finir, oui, sur cette actu du FN, la perspective des élections régionales là, qui vont avoir lieu très, très prochainement en 2016. Donc l'affrontement là encore, un affrontement familial entre Marion Maréchal Le Pen, la petite fille de Jean-Marie Le Pen, et Jean-Marie Le Pen. Donc pour les élections régionales, pour l'investiture aux élections dans la région PACA, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le sud. Donc là aussi, on voit un affrontement, c'est intéressant, de deux lignes. Bon, sans doute que, et d'ailleurs c'est confirmé, hein, Jean-Marie Le Pen ne va pas être investi à cause de ses dérapages verbaux. Bah, déjà, il a été viré du Front National, donc je vois pas comment il pourrait être investi sous l'étiquette Front National dans les élections régionales. Ça va sans doute être sa petite fille, la pétillante Marion Maréchal Le Pen, qui va être investie à la tête des élections régionales. Et là aussi, je voulais revenir, c'est pas dire ça pour dire ça, enfin, c'est pour dire que derrière, il y a aussi une dernière ligne idéologique au front. Là, on a vu une ligne libérale, ensuite une ligne étatiste sociale, et enfin une ligne identitaire. On voit très bien que Marion Maréchal Le Pen, elle ne joue ni la carte du libéralisme de son grand-père, ni la carte de l'étatisme social de Florent Philippot, qui est un gaulliste. Elle joue la carte, elle, de l'identitaire. Et elle cherche à se faire élire où? Elle cherche à se faire élire en région PACA, c'est-à-dire dans le sud, c'est-à-dire dans ce sud, là où il y a Robert Ménard, hein, Béziers, Nice, Béziers, Nice, Marseille, c'est-à-dire ce sud assez identitaire, assez extrême droite, assez anti-immigré, assez anti-islam. Donc voilà, je voulais finir sur ça pour dire que Marion Maréchal Le Pen, avec sa jeunesse et avec son talent, elle incarne une troisième ligne, qui serait une ligne que j'appellerais identitaire et conservatrice. On voit aussi qu'elle est très croyante. Elle va beaucoup à l'église catholique. Elle est très croyante, enfin, c'est ce qu'elle dit, très chrétienne. Elle est anti-immigrée, anti-islam, mais elle n'a aucune position sur l'économie finalement, ni libérale ni étatiste. L'économie ne l'intéresse pas. Elle est sur une position beaucoup plus identitaire, beaucoup plus conservatrice, notamment au niveau des mœurs, mais elle n'a aucune position sur l'économique. Elle n'est ni libérale spécialement, ni étatiste, peut-être plus libérale qu'étatiste, mais on voit qu'elle n'a pas d'avis. On voit qu'elle n'a pas d'avis alors que les deux autres Fronts nationaux se positionnent par rapport à l'économique et le social, notamment dans le cadre de la mondialisation. Elle n'a pas vraiment d'avis sur la mondialisation, il me semble. Elle ne se positionne pas vraiment par rapport à l'économique et le social. Elle incarnerait cette troisième ligne du Front National qui correspond exactement à l'électorat et à ce sud de la France, c'est-à-dire plus d'extrême droite, un peu plus, je vais pas dire raciste, mais un peu xénophobe, anti-immigré, anti-islam, et qui est attaché à l'identité nationale. Donc, c'est fini pour l'actualité. Alors, je vais peut-être juste finir, vraiment très rapide, c'est fini pour l'actualité de la France. Je vais juste finir sur l'actualité nationale avec un sujet qui me semble important, qui est une rubrique nécrologie. Très rapidement. Je pense que ce sera une rubrique qui sera récurrente, que je mettrai toujours en fin de mon argumentaire, en fin de mon entretien, parce que je vais pas mettre ça en début, parler des morts quand même. Ce sera une rubrique nécrologie, parce qu'il me semble qu'il y a, en un mois ou même en 2 mois, il y a toujours des gens importants qui meurent. Il me semble important, là, c'est pas tant rendre hommage c'est rendre hommage à des grands Français, et rendre hommage seulement à des personnalités publiques qui ont marqué la France. Et c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'analyse d'actualité là, donc je vais aborder cette rubrique nécrologie pour rendre hommage à des grands Français, voilà. Donc j'en ai vu 4, je vais essayer d'aller rapidement. Charles Pasqua, Emmanuel Ratier, Jean-Louis Crémieux-Briac et Jean Lacouture.
Donc très rapidement, là, on revient quand même sur les idées. La mort, on a vu, de Charles Pasqua en septembre. Donc c'est assez triste. Je voulais évoquer la mort de Charles Pasqua, le grand souverainiste, le grand patriote. Pour dire très rapidement, hein, parce que sinon là, ça va faire vraiment long, mais Charles Pasqua, c'était le gaulliste historique, vous voyez, avec Général de Gaulle, qui a été dans la résistance, qui a fondé le SAC, le service d'action civique, qui était la garde rapprochée du général pendant les années 60. Ensuite, qui a été de tous les combats souverainistes, patriotes, notamment contre l'Europe, notamment anti-Maastricht, contre le traité de Maastricht, puis ensuite contre le traité constitutionnel européen en 2005. Donc de tous les combats souverainistes et patriotes, contre notamment l'Europe et même les États-Unis. On se souvient aussi de Pasqua pour ses bons mots, voilà, ses bons mots, ses bonnes phrases comme il faut terroriser les terroristes, ou même la phrase de Pasqua sur les droits de l'homme s'arrêtent là où commencent les intérêts de l'État. Voilà, il faut terroriser les terroristes. Les droits de l'homme s'arrêtent là où commencent les intérêts de l'État. Donc c'était un homme je voulais évoquer Charles Pasqua parce que c'était un homme d'un autre temps, un peu comme Jean-Marie Le Pen, quoi. Qu'on aime ou pas leurs idées, c'était un homme d'un autre temps qui a pratiqué de la politique différemment, très un peu populaire, très viril. Et je voulais évoquer Charles Pasqua. Oui, on n'est pas assez peiné. Charles Pasqua est mort là en septembre. Je voulais évoquer le grand souverainiste et le grand patriote. Donc comme je vous l'ai dit, hein, un patriote du fond des tripes, on peut dire Pasqua, patriote du fond des tripes. Patriote résistant des 40 ou 42, de tous les combats du souverainisme et du patriotisme à Maastricht en 2005, et de tous les combats notamment contre l'eurocratie, l'Europe fédérale, et de tous les combats surtout du souverainisme français. Donc c'est une des grandes voix du souverainisme français qui s'est éteinte malheureusement. Je crois à l'âge de 88 ans, donc un bel âge quand même. Il s'est éteint à l'âge de 88 ans. Voilà, donc respect total et hommage total à Pasqua, qui était un homme de conviction, de valeur, qui m'intéresse moi particulièrement puisqu'il était souverainiste et patriote. On le regrettera pas, et surtout, non seulement au-delà des idées, voilà, je voulais insister sur le fait que Pasqua incarnait une politique à la française virile et franche et populaire, telle qu'on la faisait avant. Voilà, comme il y avait Le Pen, comme il y avait Poujade, comme il y avait De Gaulle, comme il y avait même, je veux dire, Chaban, enfin voilà, tous ces hommes politiques, comme il y avait Dumas, voilà, respect total aux patriotes et aux souverainistes Charles Pasqua, donc de tous les combats de la souveraineté, qui a pratiqué la politique avec, de manière charnelle, je dirais, avec un amour réel de la France et du peuple français, et qui s'est éteint à l'âge de 88 ans. Respect camarade. Voilà Pasqua. Ensuite, Emmanuel Ratier, toute autre chose, j'en ai 4. Hein. Emmanuel Ratier, donc, ce journaliste d'investigation là, qui s'est éteint aussi en septembre. Je vais aller plus vite parce que il m'intéresse moins que Charles Pasqua, mais je voulais rendre hommage à Ratier. C'est toute autre chose. Là, on est dans le journalisme. Ratier était un journaliste d'investigation. Il avait fondé un petit journal qui s'appelait Fait et Documents, qui était un journal, on va dire, qui s'intéressait au réseau, au lobby en France, notamment les réseaux comme les réseaux maçonniques et le Club Le Siècle, qui est donc à la fois les réseaux maçonniques, le lobby israélien, et puis aussi le Club Le Siècle, c'est-à-dire derrière le pouvoir, derrière le théâtre démocratique, il y a le vrai pouvoir qui était finalement derrière la mascarade démocratique, l'oligarchie technocratique et politique de la France, à travers la cooptation des élites politiques et journalistiques qui était le Club Le Siècle. Voilà, je voulais rendre hommage à Emmanuel Ratier, aussi un patriote, qui est moins de mon bord, parce que lui c'était plutôt la droite nationale, très anti-maçonnique, assez antisémite, mais je partage pas forcément ses idées. Voilà, je voulais rendre hommage, c'est comme Pasqua, je voulais rendre hommage à un homme, à une figure. Pas forcément les idées. Pasqua, j'aime beaucoup ses idées, mais je voulais rendre hommage à une figure qui va nous manquer, donc qui était ce grand journaliste d'investigation qui avait donc fondé cette revue Faits et Documents, et puis qui était l'auteur aussi de grandes encyclopédies, vous savez, des changements de nom, des grandes encyclopédies des politiques français, qui était il s'appelait lui-même un bénédictin insomniaque. Il se faisait appeler le bénédictin insomniaque, c'est-à-dire un travailleur, bénédictin insomniaque, c'est-à-dire un moine, un bourreau de travail. En effet, Ratier était un bourreau de travail. Je sais pas de quoi il est mort, je connais pas sa famille, je connais pas plus. Il semblerait qu'il ait succombé d'une crise cardiaque en faisant de la spéléologie, donc c'est pas plus mal, il a pas souffert. Bon, il était âgé je crois, il était âgé de 56 ans, ou 57 ans, donc c'est pas vieux. Donc là aussi, au revoir camarade. Donc, encore une fois, pas pour les idées, hein.
ceux qui verront ma vidéo ne se méprennent pas, je ne suis pas d'extrême droite, je ne suis pas complotiste. Bon, c'est vrai que Ratti était un peu complotiste, appartenait à cette droite nationale un peu extrême droite, mais respect encore une fois aux journalistes d'investigation, qui a toute sa vie été diabolisé par les médias mainstream, qui n'a jamais été invité nulle part et qui a fait ce travail de bénédictin insomniaque, c'est-à-dire ce travail de comptabilisation et d'archivage, qui était donc un grand journaliste d'investigation. Donc je rends hommage à ce grand journaliste d'investigation, qui est l'un des derniers grands journalistes d'investigation, avec Pierre Péan notamment. Voilà, au revoir. En plus, il s'est éteint assez jeune, il laisse, je crois, 2 filles et une femme. Donc c'est assez triste. Je lui rends hommage, encore une fois, pas pour... je ne cautionne pas forcément ses idées, mais je cautionne son courage et son travail de vérité, de décryptage de l'actualité. Enfin, 2 personnages qui se rapprochent. Le grand résistant, oui, Jean-Luc Rémy-Briac, dont personne n'a parlé. Je vais parler de Rémy-Briac puisqu'on a parlé de la panthéonisation des grands résistants. Là, Hollande a panthéonisé 4 résistants. Mais Hollande et les médias français n'ont même pas trouvé bon de rendre hommage à Jean-Luc Rémy-Briac, qui s'est éteint, je crois, il me semble en juin ou en juillet, je crois que c'était en juillet, à l'âge lui aussi de 88 ou 90 ans, donc assez vieux. Donc Jean-Luc Rémy-Briac, pour ceux qui ne le connaissent pas trop, c'était un grand résistant, gaulliste, entré dans la France libre dès juin 40, qui s'était donc gaulliste, donc de la France libre, donc France, ce qu'on appelle la France combattante à Londres, rejoint De Gaulle, ensuite qui a été gaulliste toute sa vie, qui a été aussi résistant et qui a été historien, notamment historien de la résistance et historien du gaullisme toute sa vie. Donc voilà, je voulais rendre hommage à ce 3e personnage éminemment respectable qui était Jean-Louis Rémy-Briac. Bon, lui, il était assez âgé, hein, puisqu'il a fait la résistance en 40, donc il avait peut-être même 90 ans passés. J'ai pas sa liste, hein, parce que j'ai pas de notes là, mais il avait 90 ans passés. Respect absolu. Donc après un politique, après un journaliste, un résistant pur, un homme de l'histoire, une grande figure de l'histoire de France, donc Rémy-Briac, voilà, résistant en 40, France libre, qui a vécu et qui a participé à toute la geste et à toute l'épopée gaulienne dans les années 60-70. Plutôt homme de droite plutôt, et qui après a été l'un des grands historiens de la résistance et du gaullisme. Avec, il y a Daniel Cordier, il y a quelques grands historiens comme ça qui ont vécu la résistance de l'intérieur et qui après ont témoigné en tant qu'historien. Il y a Daniel Cordier par exemple, le général de Gaulle était un historien de sa propre histoire, et Rémy-Briac. Donc je rends hommage évidemment au grand résistant, au grand patriote qui était Rémy-Briac, un honnête homme, un saint homme. Et enfin pour finir, alors là je finirai, parce que c'est vrai que le temps tourne, Jean Lacouture. Dernière chose, voilà, Jean Lacouture, je rends hommage à Jean Lacouture, qui s'est éteint lui le mois dernier, je crois en septembre ou même en octobre, je crois. Bon, vous savez que ces vidéos, ces entretiens sont en décalé, hein. J'enregistre un mois après, la mort et l'extinction du grand historien Jean Lacouture. Donc, qui était Jean Lacouture? Grand historien des années 60, 70, 80, grand historien plutôt de gauche, proche, voire même membre du Parti communiste français, qui a écrit de grandes biographies de grands personnages historiques, français et extra-européens. Des biographies historiques, notamment, qu'il faut noter, De Gaulle, une grande biographie de De Gaulle, en plusieurs tomes, une grande biographie de De Gaulle, une grande biographie de Nasser, qui était le grand dirigeant pan-arabe égyptien, une grande biographie du nationaliste égyptien qui était Nasser, une grande biographie de Ho Chi Minh, qui était le grand, militant indépendantiste, anticolonialiste et nationaliste de l'Indochine, pendant la guerre d'Indochine, la guerre de décolonisation d'Indochine. Puis voilà, et puis des grandes vidéos des grandes biographies aussi grandes biographies historiques de romanciers, comme André Malraux, Une vie dans le siècle par exemple, que j'ai eu l'occasion de lire récemment, qui est excellente. Donc voilà, je voulais venir sur Lacouture. Lacouture était aussi assez âgé, là, pas raté, c'était tous des vieux hommes, là. Lacouture, grand historien, qui s'est éteint à l'âge je crois de 92 ans, 93 ans, donc un très vieil homme. Donc un homme de gauche plutôt, vous voyez, je rends hommage à des hommes de droite, de gauche, d'extrême gauche, des résistants, des journalistes, des historiens, des hommes politiques. C'est vraiment, je rends hommage là à une certaine idée de la France, à des grandes figures, pas à des idées. Donc Lacouture, proche du Parti communiste, homme de gauche, socialisant évidemment, qui était l'un des grands historiens, l'un des grands biographes et l'un des grands aussi journalistes, il était journaliste, un des grands observateurs de la vie politique française de ces 50 dernières années. Donc respect absolu. Donc voilà, c'est fini pour cet entretien, c'est fini pour cette rubrique nécrologie. Donc j'aurais rendu hommage voilà à
à différents hommes qui auront symbolisé l'image de la patrie et le certain nuage de la vérité à la française. Donc, c'est fini pour la partie nationale, qui était assez longue, mais bon, il y avait 3 mois à traiter. Je vous retrouve très bientôt pour l'entretien de rentrée 2015, partie internationale géopolitique. À plus.